Google, ils mettent plusieurs jours avant de c'est-à-dire Google, ils mettent des fois plusieurs jours avant de process, que ça soit process. Et le problème, c'est pas beaucoup de jours, c'est-à-dire en général, c'est 24 heures, c'est-à-dire après Shabbat, c'est prêt, mais le truc, c'est, en fait, en général, une fois que le temps est passé, comme c'est pas pris sur place, alors moi, je passe à autre chose, j'ai des autres cours, etc. Et après tout. Shabbat Goy. Non, il faut que je le fasse, c'est tout. Si je me mets là dans la tête que lundi ou dimanche, je regarde et je le fais, c'est tout. Je vais essayer de devenir sérieux. Un jour, j'y arriverai. D'accord. Nous espérons pas. D'accord. Voilà, 2 secondes, où est-ce qu'on en est déjà? Vers la fin, on est dans le Bergévi, on est dans le Dalet, c'est ça? Ou 10 secondes? 10 secondes. On est. 2 secondes. 10 secondes. On est dans le F. 10 secondes. 10 secondes. Je ne me rappelle plus, est-ce qu'on était dans les pages. Je pense qu'on est Shin P-Aleph, est-ce que je me trompe pas? Oui, c'est bien, j'ai pas le micro. Shin P-Aleph, on est la colonne de droite. Donc, on est Bergévi 5, chapitre 5, vers la fin. C'est la page Shin P-Aleph. Ouais. Ok, voilà, on y va. Alors, donc ça part toujours de cette histoire-là, donc de Rabat qui a été appelé dans le ciel pour trancher entre une discussion entre Hachem et la yeshiva d'en haut, à savoir, voilà, si jamais donc il y avait le poil blanc, et si on avait un doute, si jamais le poil blanc existait avant la plaie de la lèpre, est-ce que c'est pur ou impur, que Hachem disait que c'était pur, et que la yeshiva d'en haut, elle disait que c'était impur. Si je me rappelle bien, oui, c'est ça, puisque Hachem, il était laxiste, selon le Maharal, parce que la lèpre, ça n'existait pas vraiment. Et voilà, et Rabat, il avait dit que c'était pur. Ouais. Whatever it is, tu vois. Ok. Bon, allez, j'avance, tu vois. Non, parce que j'essaye de réfléchir à la question moi-même pour savoir vraiment ce serait quoi vraiment la vraie halakha là-dedans. Et tu vois, ça veut dire que normalement, tu vois, non, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, dans le ça veut dire que dans les lois de pureté et d'impureté, quand on a un doute, en réalité, on va d'après la chazaka, c'est-à-dire qu'on va d'après la situation. Pour donner un exemple, comme ça c'est bien, vous apprenez un peu la culture générale. C'est-à-dire que si par exemple, il y a par exemple, le cas classique de la Gemara dans Nida, c'est imaginons, on a un mikvé, on sait qu'il est cachère. Ça veut dire un mikvé pour être cachère, il a besoin d'avoir 40 CA. 40. C'est difficile à dire ça, combien ça représente en litres, mais on va dire, si on dit c'est un mètre à peu près, on va dire 1 mètre cube, un peu plus qu'un mètre cube, 1 mètre 50 cubes à peu près d'eau pour être cachère. Un peu moins, vraiment c'est approximatif, quoi, très approximativement. Mais ça s'appelle 40 CA. Si vous voulez regarder sur Google, vous pouvez Google sûrement, ils vont dire que c'est combien 40 CA en litres. Et donc, en fait, dans tous les cas, donc l'idée, c'est, imaginons qu'on a un mikvé qui était, ça veut dire qu'il était, on sait qu'il était cachère à un moment, ça veut dire qu'il y avait cette quantité, plusieurs personnes vont au mikvé dedans, et puis, en fait, quand on remesure l'eau, on voit que le niveau de l'eau, il a baissé, et que maintenant, il n'y a plus la quantité requise pour être un mikvé. Et donc, en fait, maintenant, ceux qui se sont trempés dedans, est-ce qu'ils sont purs ou impurs? En fait, c'est un doute. C'est un peu le même genre de doute qu'on a ici avec si jamais, donc il y avait si en fait, voilà, comme on a vu, la plaie, si la plaie, elle était d'abord, si la plaie elle est venue d'abord et que le cheveu est venu après, c'est impur. Si c'est le contraire, c'est pur. Mais si on ne sait pas, c'est un doute, quoi. Et la halakha, elle suit toujours la chazaka. Dans les voies de pureté et d'impureté, on suit la chazaka, c'est-à-dire que, en réalité, par exemple, la personne, on va dire, la personne qui allait au mikvé, comme on savait qu'avant qu'elle aille au mikvé, elle était impure, donc même maintenant qu'on a un doute, si jamais quand il s'est trempé dans le mikvé, il était bon ou mauvais, on dit on considère la personne comme étant impure parce qu'en fait, on a besoin, si tu veux, quand on a un doute, ça veut dire on lui applique, on assume que l'état précédent est resté. Tu comprends? Que l'état précédent est resté. C'est-à-dire que voilà, s'il était impur et s'est trempé dans ce mikvé, et après ça, ce mikvé, en réalité, on s'est rendu compte qu'il manquait de la quantité,
bien qu'on était sûr qu'à un moment, le mikvé, il avait la quantité requise, comme la personne, on était sûr aussi qu'elle était impure. Donc, en fait, grosso modo, on va le considérer comme impur jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Voilà, bon, c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, voilà, il y a plein de. C'est la même chose avec la nida, quoi. Ça veut dire que si une femme, par exemple, ça c'est pas pour les lois de relation avec son mari, mais ça veut dire en ce qui concerne parce que la femme nida, à part le fait qu'elle normalement elle doit pas avoir de relation avec son mari tant qu'elle n'a pas été au mikvé, à l'époque de la Gemara, c'était surtout qu'elle rendait la nourriture qu'elle touche impure. Etc. Et donc, en fait, encore la même chose, si une femme, ça veut dire, elle se retrouve qu'elle est nida et en même temps, elle a fait la cuisine, on va dire, est-ce qu'on va dire, c'est-à-dire, est-ce qu'on va considérer ça veut dire toute la nourriture qu'elle a touchée comme impure à partir de quand, tu vois? Et en fait, d'après la Torah, a priori, tout ce qu'elle a touché, en réalité, ça reste pur. Parce qu'en fait, on assume que c'est maintenant qu'elle est devenue nida, quoi. Et que c'est pas, on dit pas, elle s'en est pas rendu compte, tu vois. Et dans le rabbinique, si tu veux, on considère que 24 heures avant, tout ce qu'elle a touché 24 heures avant, c'est impur. Mais c'est que dans le rabbinique, etc. Mais tout ça, c'est pour dire qu'en fait, on applique dans les lois de pureté et d'impureté, la règle générale, c'est que quand on a un doute, on applique le statut antérieur. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, on garde le statut antérieur. Donc, en fait, pour dire l'histoire, c'est comment ça se passerait, tu vois, puisque tout ça, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on applique, en fait, dans le cas du lépreux, comment ça s'appliquerait si on applique les règles normales. C'est-à-dire que, donc, ici, dans le cas du lépreux, il y a vraiment quelque chose, on va dire, d'intéressant, parce qu'en fait, c'est-à-dire le lépreux, quand on constate la lèpre sur lui, en réalité, qu'est-ce qui se passe la première fois? Ce qui se passe en général, donc, dans les lois de la lèpre, ce qui se passe, c'est quand le lépreux, en fait, on voyait qu'il avait une tache de lèpre. Donc là, la elle est qu'en fait, donc là, on l'amène sur le Kohen. Le Kohen, il le déclare ni pur ni impur, mais il doit rester une semaine, il est enfermé, il est mousgar, ça veut dire dans un statut intermédiaire où en fait, il est en fait enfermé, mais sans être déclaré impur. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de sortir du camp, etc. Ça veut dire qu'il est enfermé. Je pense, ça veut dire il doit sortir du camp, mais c'est il doit quand même sortir du camp, mais il n'est pas considéré comme impur. Toutes les lois peu importe, tu vois, ça veut dire il a un statut intermédiaire qui s'appelle un lépreux, mousgar, ça veut dire enfermé, mais il n'est pas officiellement impur derrière. Et en fait, c'est la semaine d'après qu'on constate que dans le cas des lois de la lèpre, c'est à la fin d'une semaine, le Kohen, il doit le revoir, et si jamais la plaie elle a augmenté, ou bien si jamais il y a un poil blanc qui a poussé, c'est là qu'il est considéré comme impur complètement. Et que là, en fait, tout ce qui touche, ça devient impur, etc., etc. Et si jamais la lèpre, elle est restée sur place, c'est-à-dire que ça n'a ni augmenté, ni en fait, c'est-à-dire ni qu'il y a eu un cheval blanc qui est poussé, il est re-enfermé, il garde le statut, en fait, encore douteux, on va dire le statut intermédiaire, encore une semaine. Et ensuite, ça veut dire au bout de la deuxième semaine, en fait, si jamais, en fait, il est, comment dire, ça veut dire si jamais, en fait, au bout de la deuxième semaine, il n'y a encore rien qui s'est passé, c'est-à-dire, et si jamais, par contre, évidemment, la lèpre, elle s'est amoindrie, donc là, il est purifié, j'ai oublié ce cas de figure. Si au bout d'une semaine, la lèpre, il y a une récession de la plaie, donc là, il est purifié, il est considéré comme pur et ça y est. Mais sinon, en fait, si c'est resté la même chose, ça veut dire qu'il n'y a ni eu une augmentation, ni eu un poil blanc. Donc, en fait, il est re-enfermé pendant une deuxième semaine. Et au bout de la deuxième semaine, si encore rien ne s'est passé, si ça a récessé, ça veut dire, voilà, donc là, encore une fois, il est purifié, il est libéré. Si jamais, en fait, ça soit augmenté, la même chose, si ça a augmenté et qu'il y a un poil blanc, là, il est considéré comme impur. Si c'est resté la même chose, par contre, on ne le renferme pas une troisième semaine, il est libéré. Ça veut dire, c'est ça les lois de la lèpre, en gros, d'une manière générale, comment ça fonctionne. Donc, dans le cas, en fonction de ça, de ces principes, tu vois, de base, ça veut dire, donc, si jamais quelqu'un, en réalité, donc, puisque le cas dans lequel Rabat est en train de discuter, enfin, la yeshiva d'en haut, elle est en train de discuter avec Hachem, en réalité, ça veut dire dans le cas où le type, il a, donc, ça veut dire, a priori, la lèpre, elle a déjà été constatée, sauf que il y avait un poil blanc, on va dire, le Kohen, a priori, il a mal vu, il n'a pas regardé, il n'a pas vu, il se souvient pas si jamais il y avait le poil blanc, il était avant ou après, quoi, est-ce qu'il a apparu? Il a apparu après la semaine ou bien il était déjà existant depuis la première semaine, puisque c'est ça l'idée. C'est grosso modo le cas pour le dessiner. Comment c'est possible qu'on ait un doute sur le poil blanc s'il a apparu avant ou après la lèpre? Ça veut dire dans le cas où il apparaît après, c'est impur. S'il apparaît avant, ça ne serait pas un signe d'impureté. Ça serait en fait, c'est parce que le Kohen, au début, quand il a constaté la lèpre, il a mal regardé. Ça veut dire il a vu la lèpre, il n'a pas vu
Tu vois, il n'a pas fait attention. J'en sais rien comment c'est possible, hein, mais c'est un truc comme ça. Il a du mal à faire, il n'a pas fait attention ou un truc comme ça. Et au bout d'une semaine, on se retrouve avec le poil blanc. Mais je ne sais pas, le lépreux lui-même, il dit le poil blanc était déjà là avant. Le Cohen, il dit qu'il n'a pas bien regardé, il ne sait pas. Et si c'est simplement un petit duvet, c'est considéré comme un poil ou il faut une certaine… Non, tu vois, parce que dans la lettre, je suis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, c'est pas tout ça, tout ça. Et à mon avis, oui, tu vois, à mon avis, oui, à mon avis, oui. Je ne sais pas, encore, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste, tu vois, ça veut dire, je ne suis pas comme Rabat pour dire, je suis le spécialiste, hein, et tu vois, ça lui a pas porté grande chance de dire ça. Mais tu vois, donc, j'ai toujours compris que si on voulait éviter les emmerdeurs, il faut commencer toujours sa phrase en disant, je ne suis pas un spécialiste. Ça, c'est vraiment un truc qui est très, très, très efficace. Et tu vois, mais pour de bon, je ne suis pas un spécialiste. Mais tu vois, mais voilà, mais honnêtement, je penserais que oui, parce que à partir du moment où il y a une racine, tu vois, je pense que ce qui va délimiter quelque chose qui a un poil, c'est que ça a une racine. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a. Ouais, voilà, donc a priori, ça devrait avoir la même halakha, quoi. Mais ça, a priori, tu vois, encore une fois, hein, j'imagine, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, honnêtement. Tout ce que je vous dis, c'est des grands. Ce que moi-même, tout ça, c'est marqué dans la Torah explicitement, tout ce que je vous ai dit. C'est pas même des Mishnayot ou des Gemarot, ni rien. C'est des versets de la Torah. Donc, tu vois, c'est pas la connaissance gigantesque. Hein, tu vois, mais ça veut dire, mais en tous les cas, en vertu de ces principes-là, ça veut dire, en vertu de ces principes, en fait, l'idée, ça serait que, a priori, on va dire, c'est pour qu'il y ait un doute, on va dire qu'a priori, c'est peut-être le Cohen qui a constaté la lèpre. Il est parti en voyage, tu vois, parce que pour ça, il faut bien comprendre comment c'est possible qu'on a un doute si jamais le poil il était là avant ou pas. Ça veut dire qu'a priori, le Cohen qui a vu la première fois, lui, il a vu une lèpre, et puis donc, il y avait peut-être des poils blancs dedans ou pas, on ne sait pas. Le lépreux lui-même, il n'a pas fait attention. Le Cohen, on va dire que lui, il a vu, peut-être il est parti en voyage, ou il est mort, ou j'en sais rien. Et que donc maintenant, donc, à bout d'une semaine, c'est un autre Cohen qui vient visiter, qui vient voir. Et lui, le Cohen, lui, il n'a pas d'infos, ça veut dire il n'a pas de backup, quoi. Il n'a pas un dossier médical, quoi, sur lequel s'appuyer pour savoir si jamais, en fait, le poil blanc était avant ou après, quoi. Ça doit être ça le cas, tu vois. On va dire, ou bien de dire que le Cohen, il a mal regardé, mais c'est vraiment bizarre, quoi, de dire ça. On va dire, on va prendre comme ça, que l'autre Cohen, il est parti en vacances, ou il est mort, etc. Et que c'est un nouveau Cohen qui prend le cas, et il ne sait pas si jamais le poil blanc était avant. Donc, en réalité, en vertu des lois qu'on connaît, ça veut dire simple, si on applique la règle, en fait, ça voudrait dire, en fait, la halakha devrait dépendre, en fait, du statut du type. C'est-à-dire qu'on va dire, imaginons que ça se passe au bout de la première semaine. Donc, on devrait dire, comme on a un doute, on devrait dire qu'en fait, c'est considéré, il garde le statut qu'il avait avant. C'est-à-dire, avant, il avait un statut douteux, ça veut dire qu'il était enfermé, mais pas considéré comme impur. Alors, on devrait lui dire, bah, OK, il est enfermé une deuxième semaine parce qu'il garde son statut. Mais c'est possible que la question, elle se pose quand ça arrive au bout de la deuxième semaine. C'est-à-dire que quand ça arrive au bout de la deuxième semaine, où on ne peut pas l'enfermer une troisième semaine, donc on est obligé de changer son statut. Et là, c'est soit on le libère, soit on le considère comme impur. Là, peut-être, là, on comprend qu'en fait, le cas de ça veut dire, il y a vraiment de quoi, on va dire, il y a vraiment tu vois, c'est de quoi vraiment, comment dire, se douter, parce que tu es obligé de le changer de statut quoi qu'il arrive, quoi. Parce qu'il y a une loi de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit le lépreux, on n'enferme pas une troisième semaine. Ça veut dire c'est au bout de soit il est impur, soit il est pur, mais au bout de on ne met pas une troisième. Donc si ça, la première semaine, en fait, ça serait la première semaine, rien ne s'est passé, là il est enfermé une deuxième semaine, là il y a un poil blanc, on ne sait pas si c'est arrivé avant ou après. Tu es obligé de lui changer son statut. Mais bon, tu vois, moi encore, tu vois, dans ce cas-là, tu devrais dire qu'il est pur, tu vois. Parce que, en fait, comme ça n'a pas été, comment dire, comme il n'a jamais été déclaré impur, tu dois dire, même s'il était si tu veux, on l'avait mis dans une situation intermédiaire, la Torah, elle considère que quand on voit une lèpre, la première fois, on le met dans une situation intermédiaire, comme on a décrit, jusqu'à ce que soit ça augmente, soit il y a un poil blanc qui vienne. Techniquement, il est pur, quoi. Donc, comme dans les lois du statut intermédiaire, au bout de la deuxième semaine, si rien ne s'est passé, le type il est libéré. En fait, on devrait le libérer, quoi, comme il dit Rabat, quoi. Et ça, mais en tous les cas, bon, on comprend, ça veut dire ça 5 pour dire ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est simplement pour dire ça, pour réfléchir à ça, c'est quoi la vraie halakha, quoi. Mais a priori, bon, c'est ce que Rabat il dit, c'est ce que Hachem il dit. Et voilà, maintenant, mais là, je vais d'en haut, j'imagine qu'eux, ils considèrent que ça serait impur parce qu'ils pensent que le libérer, ça serait changer son statut, tu vois. Et ça veut dire, donc on ne peut pas le libérer, alors on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas le libérer. Donc
comme on est bloqué, alors on dit qu'il est impur. Comme ça, tu vois. Tu vois. Et ça expliquerait très bien. C'est-à-dire, si on réfléchit comme ça expliquerait à la Gemara d'une manière, je ne sais pas, après j'arrête de voir, je sais pas pourquoi je suis parti sur un loi comme ça, je pensais à cause des émeutes en France, ça me fait devenir normal. Mais tu vois, mais ça veut dire, en fait, ça veut dire, après j'arrête de réfléchir normalement, mais ça veut dire, mais ça veut dire qu'en fait, si on réfléchit comme ça serait pas mal parce que ça expliquerait la Gemara d'une manière super sympa parce que ça voudrait dire comme ça, c'est-à-dire que comme, on va dire, la yeshiva d'en haut, c'est un beddin, on va dire que eux, ils sont obligés de prendre une décision, tu vois. Et donc pour eux, en fait, ça veut dire que pour eux, libérer le prisonnier, ça veut dire libérer le lépreux, c'est en fait c'est changer son statut. Et eux, ils peuvent pas se le permettre, en fait, dans le doute. Parce que eux, tu comprends, ça ne serait pas conserver son statut. C'est-à-dire que, en fait, pour Hachem, ça veut dire dans l'histoire, quand si on se passe par rapport au niveau de l'individu ou par rapport à Hachem, par rapport à Dieu, en réalité, si le type, on va dire, il a été enfermé 2 fois d'affilée et que maintenant, voilà, on a ce cas douteux à savoir est-ce qu'on va le déclarer, on va le libérer ou bien est-ce qu'on le déclare pur. En réalité, pour Hachem, le fait de le déclarer pur, c'est pas changer son statut parce qu'il n'a jamais été impur, en fait. Donc, ça veut dire son statut, c'est qu'il est pur. Tu vois, et donc on fait simplement qu'appliquer. Et dans la loi de celui qui est enfermé 2 fois, au bout de la 2e fois, il est libéré. Donc on fait qu'appliquer son statut en disant maintenant, comme on n'a pas de preuve qu'il est impur, donc il reste pur. Mais pour le Beddin, qu'en fait lui se met au niveau de l'institution, si on veut, au niveau ça veut dire tu vois, qu'ils doivent permettre, ils doivent le libérer. Pour eux, en fait, ça veut dire c'est eux, ils doivent changer son statut. Jusqu'à maintenant, il était enfermé, et maintenant on va le libérer, mais on n'a pas de preuve, en fait. Tu vois, on n'a pas de ground pour le libérer. Donc pour eux, en fait, ça voudrait dire que c'est pour ça qu'ils disent c'est impur, parce qu'en fait, eux, au niveau de la, tu vois, ça veut dire, ça veut dire c'est comme si le jugement de la lèpre, en réalité, dans ce cas-là, on peut, comment dire, l'envisager de 2 manières, soit du niveau de l'individu lui-même, à savoir, imaginons que, voilà, le lépreux lui-même, est-ce qu'il doit se considérer pur ou impur? Et donc à ce moment-là, la logique, elle serait qu'il doit se considérer lui-même pur, parce que jusqu'à maintenant, il n'avait jamais été considéré comme impur, et dans le doute, il garde le statut qu'il avait avant. Et donc, a priori, il devrait être libéré, quoi. Mais il y a après ça, au niveau du Beddin, au niveau, tu vois, du Beddin, est-ce qu'il doit certifier, on va dire, que cette personne, elle est pure? Pour eux, certifier que cette personne, elle est pure, c'est changer son statut, puisque jusqu'à maintenant, il était considéré comme, tu vois, il devait être à l'extérieur du camp, etc., etc. Et eux, ils n'ont pas de ground, ils n'ont pas de preuve, d'évidence, de preuve pour prendre cette décision. Et puisque, en fait, quand on a un doute, on garde le statut antécédent. Donc, eux, ils sont obligés, en fait, par défaut, de le considérer comme comment la yeshiva, tu vois, ça veut dire comment la yeshiva, elle discute avec le Beddin, avec Hachem, puisque Hachem, c'est toujours celui qui lie à la Merkava, si tu veux, donc qui s'apparente à l'individu, quoi. Tu vois, puisque c'est un homme qui est au de la Merkava, etc., et que la yeshiva, elle s'apparente plutôt au niveau de l'institution, tu vois, de savoir, parce que c'est un groupe et c'est le Beddin, etc. Donc, ça expliquait que sur ce cas-là, il y aurait un problème, tu vois, ça veut dire, que ça serait les 2 avis, en fait, ils ont raison dans leur logique, quoi. Ça serait ça l'idée, et que Rabat, lui, en fait, peu importe, tu vois, ça peut-être que ça voudrait dire que lui, en tant que, comme c'était le Rosh Beddin ou un truc comme ça, et que lui, que ça voudrait dire selon ça que la Gemara, elle a voulu dire que lui, il a su réconcilier, on va dire, l'humain, ou donner une prépondérance à l'humain dans le jugement du Beddin, quoi, comme s'il aurait humanisé le Beddin à partir de son époque, ce qui est possible, hein. Ça veut dire, puisque et qu'il aurait fait, ça veut dire qu'il aurait, comment dire, qu'il aurait changé la manière du Beddin d'envisager la loi à partir de lui. Et c'est possible, parce que, après, j'arrête de déblatérer et j'avance, mais c'est parce que tout ce que je dis n'est pas vraiment des preuves extraordinaires, mais c'est-à-dire, je réfléchis en parlant vraiment, mais c'est-à-dire, c'est-à-dire que quand on regarde, en fait, la manière dont les Mishnayot, etc., ou le Sanhedrin, ils jugeaient, c'est-à-dire ils envisagent la loi, pour eux, c'était vraiment, la loi, elle était appliquée vraiment, on va dire, au pied de la lettre, et on a l'impression qu'ils étaient quand même beaucoup plus, on va dire, stricts ou beaucoup moins humains dans l'application des lois. Et qu'à partir de la Gemara, c'est lié au fait qu'ils ont moins de pouvoir par rapport au gouvernement, etc. Mais on voit bien dans la Gemara, le Talmud, que lui, en fait, il a une vision hyper humaine de la loi.
Ils essaient, tu vois, ils font de l'humour avec, etc. Ils essayent vraiment, tu vois, ça veut dire ça veut dire ils essayent d'humaniser le Beit Din, d'humaniser la loi, d'humaniser ce que les Mishnayot ont écrit, etc. Tu vois ce que le Sanhedrin, tu vois, on voit à l'époque du Sanhedrin, on a vraiment l'impression que les mecs ils utilisaient la peine de mort quand même assez fréquemment et qu'ils n'étaient pas du tout, ça veut dire qu'ils n'étaient pas, ça veut dire que c'était pas des mecs sympathiques, tu vois, etc. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans leur agenda d'essayer d'avoir l'air sympathique ou humain, quoi que ce soit. Et que, en fait, c'est vrai que c'est possible que c'est à l'époque de Rabat où il y a comme une sorte tu vois, c'est-à-dire il y a une sorte de, comment dire, tu vois, ça veut dire d'humanisation du Beit Din, de la loi, où ça devient, en fait, tu vois, c'est le côté comme ça qu'on aime bien dans le Talmud, tu vois, où c'est un peu, où il y a la loi, mais bon, c'est sympa, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le côté comme ça, juge sympa. Et tu vois, et voilà, et bref, et ça voudrait dire que c'est ce que Rabat, c'était ça, en fait, ça a été ça, son héritage, en fait, qu'il a laissé. En réalité, tu vois, peut-être dans le Talmud, c'est possible, tu vois, historiquement, c'est possible, ça peut coïncider, quoi. Donc voilà, peu importe, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais vraiment, ça veut dire, voilà, mais bon, c'est une explication en tous les cas. Donc revenons dans revenons dans le, comment dire, dans le Maharal, donc dans la Shin Pe Aleph, on va lire, donc, Umeata, donc première colonne, donc on continue. Umeata, donc à partir de ce moment-là, Kevan Shiraoui Shei Hashem Itbarach Kizerato Emet Etzel Hanimtsaim. On lui dit puisqu'il faut que le décret divin il soit véridique chez les personnes qui existent, comme chez Omitzad Gozer, comme ça, c'est-à-dire comme ça se retrouve au niveau du législateur, de celui qui prend la décision. Donc il dit Amhu Man Lochach. C'est pour ça qu'on va dire que Hachem, il a besoin d'avoir quelqu'un il dit Man Lochach, c'est-à-dire qui va prouver. Ça veut dire il a besoin d'avoir quelqu'un qui va faire la balance entre lui et le Beit Din, quoi. Et ça marcherait très bien aussi par rapport au chapitre précédent avec mes enfants m'ont battu, etc. Ça voudrait dire, ok, même si Hachem, lui, il sait que la personne, elle est pure, parce que même si on va dire, c'est logiquement, parce que si on se base au niveau de l'individu, ça veut dire, comme Rabbi Eliezer, ça marche très, très, très bien cette explication avec le chapitre précédent de Rabbi Eliezer, qui était aussi un individu, et par rapport au groupe, et qui a raison entre l'individu et le groupe. Et ça voudrait dire ici la même chose, ça veut dire là-bas, Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'en fait, l'idée, ça serait que dans le chapitre précédent, dans le Maharal, il y avait un exemple de Rabbi Eliezer que lui, ça veut dire, il est mis hors du camp parce qu'il est trop fort. Ici, il y aurait le cas opposé à Rabbi Eliezer, qui est le lépreux, qui est mis hors du camp parce qu'il a un problème, parce qu'il est monstrueux, parce qu'il a un défaut. Et dans les deux cas, en fait, on voit bien que Hachem lui-même, il se mettrait du niveau de l'individu. Ça veut dire qu'il aurait une tendance à aider Rabbi Eliezer ou à se mettre à considérer le lépreux pur, parce qu'au niveau de l'individu, en réalité, s'il y a un doute, etc., comme on a décrit, en fait, au fond, il est pur, même comme Rabbi Eliezer. Mais que Hachem, mais qu'à cause de ça, il se met à dos, on va dire, l'institution, quoi, ou ça veut dire la société, ça veut dire que voilà comment la société, elle a besoin d'avoir des lois, de régir et de comment dire, de mettre le lépreux dehors, et même dans le cas d'un doute, elle peut pas le permettre. Ou comme Rabbi Eliezer, tu vois qu'en fait, elle peut pas comprendre il peut pas comprendre le groupe peut pas comprendre ce qui est dit, donc il est mis dehors. Et donc, à ce moment-là, tu vois, Hachem, lui, il a besoin de quelqu'un qui fasse l'intermédiaire et qui permette en réalité de réintégrer ce type-là qui serait, tu vois, tu vois, ça veut dire qui en tant qu'individu, qui explique, voilà, qui, on va dire pas vraiment, puisqu'il est douteux, c'est pas le mec qui est l'épreuve vraiment, mais c'est quelqu'un, en fait, qui serait dans une position du seuil, dans une position douteuse, comme Rabbi Eliezer, quoi, qui fait partie du Beit Din, mais qui n'arrive pas à communiquer. Et qu'en fait, il y aura besoin d'un intermédiaire, quoi, qui va en fait permettre en fait de gérer la situation, de la personne qui est sur le seuil. Et tu vois, dans ce cas-là, tu vois, ça veut dire que Rabat, il a été mieux, on va dire qu'il a fait on va dire que Rabbi Akiva, quoi. Que Rabbi Akiva, comme on avait dit la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, c'était lui, en fait, qui devait gérer la relation du Beit Din avec Rabbi Eliezer et qu'il n'a pas réussi et qu'à cause de ça, donc, il a été puni de mourir atrocement, etc., etc. Ici, on nous décrirait justement Rabat qui a une mort paisible parce que lui, il a réussi justement d'une certaine manière à faire le pont entre, ça veut dire le groupe et la situation de l'individu dans le groupe qui serait un petit peu, tu vois, qui serait extérieur, un truc comme ça. Tous ces trucs.
toujours la même idée, quoi. Ça veut dire, parce que l'idée serait toujours qu'en fait, Hachem lui-même, il est du côté de l'individu, mais en fait, il est obligé, ça veut dire lui-même, c'est Nitzruni Banaï, ça veut dire comme on est dans un monde qui rentre dans l'éternité par la transmission, etc., etc. Et donc, en fait, il est obligé à chaque fois lui, il doit donner toujours raison à ce que le groupe pense par rapport à l'individu, sauf si il y a des types comme Rabat qui sont capables de réintégrer l'individu dans le groupe, tu vois, et de faire, tu vois, si tu veux, de devenir les avocats de l'individu et qui lui permettent à le réintégrer, quoi. Ce que Rabat, il a fait, quoi. C'est en disant que ce type-là, il était pur et que la yeshiva, elle est obligée d'accepter ce que Rabat a dit. Ça veut dire, eux, ils comprennent ce que Rabat a dit, quoi. Et ça, ce qu'il va expliquer, c'est parce qu'il dit, il est en train d'expliquer pourquoi Rabat, c'est l'intermédiaire. Qu'est-ce qu'il va faire s'il y a une guerre entre Hachem et la yeshiva d'en haut, qu'est-ce que Rabat, lui, il peut faire, tu vois? Et on nous dit, ouais, Rabat, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est en train d'expliquer, Rabat, il peut être l'intermédiaire, tu vois, il faut un intermédiaire. C'est-à-dire, ce qui va faire que ça reste une situation bloquée et catastrophique, comme ça s'est passé avec Rabbi Eliezer, ou bien qu'on va réintégrer celui qui a un doute qui est un lépreux douteux, c'est Rabat, quoi. C'est le type qui est capable, tu vois, ça veut dire de faire coïncider les deux réalités. Ouais, c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois. Donc, tu vois, donc, moi, j'avance. Tu vois. Un moment, donc, ils ont dit qui va nous prouver. Donc, ça veut dire que Hachem et la yeshiva d'en haut, ils ont dit qu'il faut que quelqu'un prenne la décision. Ça veut dire qui va pouvoir faire, donc, savoir donner raison à Dieu, on va dire. Ça veut dire donner une place, en fait, à l'individu parmi les créatures. Ça veut dire c'est Rabba Bar Nachmani qui peut faire la jonction, on va dire, qui peut créer, qui va donner raison, qui peut réintégrer Hachem dans le monde ou réintégrer l'individu dans la société. Chez Yachid Ben Gaïm, et là maintenant on comprend bien, Yachid, ça veut dire encore une fois, il est unique, il est spécialiste, mais ça veut dire en fait, ça veut dire qu'il a une connexion avec l'individu, quoi. Chez Yachid Ben Gaïm, Vaolot, ça veut dire il est celui qui a une connexion avec l'individu, que ce soit dans les lois de Negaïm, des plaies ou des walot ou des lois d'impureté dans l'attente. Et c'est lui donc qui peut prouver ou qui va faire pencher la balance, qui Adin, que c'est ainsi le jugement, ainsi la loi, chez Utaor, qu'il est pur, Af mitzad amekablim et Torah, et voilà que ça soit accepté par ceux qui ont reçu la Torah, c'est-à-dire le Sanhedrin ou la yeshiva d'en haut. Voilà, pas comme Rabbi Eliezer qui n'a pas été capable en fait de convaincre, de ranger du côté d'Hachem ceux qui avaient reçu la Torah, quoi. Et donc ainsi donc le décret d'Hachem il sera donc véridique. Negedakol, ça veut dire devant tout le monde. Af mitzadam ekablim, même à partir de ceux qui doivent le recevoir. Okay. Donc voilà. Veine Rabba, les filles à Sagato Agdola. Donc un Rabba suivant à cause de son grand niveau, de son niveau très grand. Bema Shewaya Yachid Ben Gaim Loalot, du fait qu'il était unique dans les lois de la lèvre, ou Vaolot et des lois de l'attente. Amar Taor, il a dit que c'était pur. Mitzad Ayechidut Shebo Basaga, c'est grâce à ça veut dire à sa, on va dire sa spécificité, son haut niveau, ça veut dire en fait, voilà, c'est-à-dire que grosso modo, c'est qu'il était capable il avait une vision unique, on va dire, qu'il avait dans sa perception, c'est la traduction, Kaya Omed Amitat Asagazot, parce qu'il était capable de voir la vérité en fait de cette perception, de cette chose-là. Voilà. Maintenant, pourquoi l'autre yeshiva, la yeshiva, ils ne voyaient pas ça? Mais Loucham et Tifta d'Erekia, et simplement le reste de la yeshiva d'en haut, Loayu Asagatam Al-Kach, la mode Al-Davarze. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le niveau pour comprendre, en fait, ça veut dire pour percevoir cette chose-là. Mais Islam, Zik Mosha Asfekot, et pour eux, c'était comme n'importe quel doute. Chez les Ahmir, que c'est les Ahmir, qu'on aime Ahmir, ok, comme on a déjà vu que c'était pas évident du tout que quand on a un doute, on aime Ahmir, et que le rabbin pense que non. Non, moi je pense plus, tu vois, je sais pas pourquoi, tu vois, moi je suis sûr que le Maral il connaissait mieux les lois de Negaïm que moi, ce qui n'est pas difficile du tout, mais ça veut dire qu'il aurait pu quand même, ça veut dire, tu vois, de manière simple comme moi j'ai dit, c'est-à-dire que quand tu as un doute, tu gardes le statut. Alors ici, comme le type il était déjà enfermé, donc, normalement, tu dois dire qu'il reste enfermé. Et comme tu ne veux pas l'enfermer une 3e semaine, donc tu dis qu'il est impur, tu vois, parce que c'est à la loi de celui qui est enfermé. Que, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. T'as pas de ground, t'as pas de ground pour le purifier. Donc, en tant qu'institution, en tant que Beddin, c'est normal que tu l'impurifies.
c'est pas la peine de dire que parce que n'importe quel doute, on est marmire. Dans les lois de la pureté et de l'impureté, on ne dit pas n'importe quel doute, on est marmire. On dit, on dit, ça dépend. D'abord, ça dépend si le doute est dans un domaine public ou dans un domaine privé. Bon, ça, c'est connu, cette loi. Et bon, ça, c'est une histoire. Mais à part ça, quand, même dans un cas où on a un doute dans un domaine privé, etc., en fait, on va d'après la chazaka, ça veut dire l'idée, on suit là, comme je vous ai dit, le cas on maintient la statut antécédente. Bon, bref, peu importe ce qu'il veut dire, c'est grosso modo ce qu'il veut dire quand disant que quand il y avait un doute, ils sont marmir, ça veut dire que le Bendin, pour permettre quelque chose, il a besoin d'avoir une raison, tu vois, ça veut dire s'il y a déjà un doute, s'il y a un cas douteux, il a besoin d'avoir quelque chose pour dire que c'est permis, quoi. Tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, voilà, peu importe, tu vois. C'est pour ça que plein de fois, quand c'est plein de fois quand tu me rappelles, il y avait j'avais un élève à la yeshiva, et tu vois, et bref, tu vois pas un élève, ça veut dire un Harouta et compagnie, il voulait aller à la piscine et tout ça, et alors, alors il dit, ouais, je vais demander au yeshiva, je demande à Alex Machel si on peut y aller, si je peux y aller, et tout ça. Je lui ai dit, ne lui demande pas, si tu lui demandes, il va te dire que c'est interdit. Mais vas-y, sans demander, tu vois. Et je lui dis pourquoi? Parce que l'idée, c'est la même chose, c'est que tu vois, c'est que le Rav, tu vois, s'il veut permettre, lui, il a besoin d'avoir une preuve pour permettre, tu comprends? Et donc ça veut dire, s'il n'a pas de preuve, il est obligé de te dire que c'est interdit, tu comprends? Mais si jamais, en fait, même si la chose, elle est permise, tu vois, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est la même idée, ça veut dire, voilà, c'est quand tu dis le Maharal que dans le doute, ils sont marmir, ça veut pas dire, ah, dans le doute, on dit que tout est interdit, ça peut s'interpréter dans le sens où eux, en tant qu'institution, en tant que rabbanim, ils peuvent pas permettre, donc ils n'ont pas une preuve pour permettre, même si c'est permis, quoi, c'est ça ce que ça veut dire. Ah, mais cette histoire, elle existe vraiment, ça veut dire, dans la Gemara, dans le cas 10 fois pire, il y a une Gemara qui est connue où ça veut dire il y a une fille qui avait été il y avait une fille qui avait été violée et que donc à l'époque de l'Agmara, il y avait des pirates et tout ça, donc ils étaient venus dans une ville, ils avaient violé une meuf, etc. Mais il n'y avait pas de témoin comme quoi elle avait été violée, etc. Donc elle pouvait normalement, a priori, même il s'avère par la suite qu'elle est carrément enceinte et tout ça. Bon, ça c'est la suite de l'histoire compliquée, mais en tous les cas, le Rav, ça veut dire donc ils vont voir la fille, elle va voir le Rav de la ville, elle va savoir, puisque une fille qui avait été violée, déjà elle ne pouvait pas se marier avec un Kohen, même si elle est violée par un goy. Et donc elle voulait savoir, elle voulait que le Rav, ça veut dire en fait, il voulait lui dire, donc elle dit, voilà, elle voulait savoir, elle voulait que le Rav de la ville lui donne une permission pour se marier, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de témoin comme quoi elle avait été violée. Mais elle savait que oui, tu vois. Et donc le Rav lui dit, en fait, va dans une autre ville où on ne te connaît pas, et là-bas, tu te maries. Tu vois, un truc comme ça. Et voilà, donc c'est la même chose, tu vois, tu vois, ne pose pas la question parce que nous, on ne peut pas permettre, tu vois, même un cas, même la même chose qui était arrivée, même, tu vois, comment dire, dans le 11 septembre. Après, ça, j'arrête les anecdotes, mais ça veut dire, c'est le 11 septembre quand donc il y a des juifs qui sont morts, Thier Saada, qui est niftar dans le 11 septembre et tout ça. Il était marié, tu vois, et bon, je ne vais pas dire les noms parce que, tu vois, je vais dire, mais il y avait, parce que voilà, mais il y avait beaucoup de juifs qui étaient mariés, qui sont morts dans les Twin Towers. On n'a jamais retrouvé aucun membre, aucun corps, rien du tout. Donc, dans la halakha, normalement, tu vois, il n'y a pas de preuves qu'ils sont morts. Ça veut dire, parce que tu vois, qui te dit que le type, il n'a pas une double vie, par exemple, et qu'il s'est enfui, et il y a des cas comme ça. Ça, chez les goïms, il y en avait plein. On en a trouvé plusieurs centaines, même. Ça veut dire, ça a montré le niveau des mecs de la finance, tu vois. Et tu vois, mais tu vois, tu vois, ça veut dire, il y a des femmes qui ont des super grosses surprises après 11 septembre. Parce que tu vois, mais bon, les mecs qui étaient malades, 2 femmes, des trucs comme ça, plein. En fait, comment dire, ça veut dire, mais en tous les cas, bref, donc, David, il a dit, tu vois, toutes les femmes, qu'en fait, tu vois, que leur mari était mort pendant le 11 septembre, si tu veux, ils n'avaient pas de, ça veut dire, ils n'ont pas de, voilà, ça veut dire, ils ne pouvaient pas les permettre parce qu'il n'y avait pas de son à la fin. Lui, il pensait qu'il n'y avait pas une preuve vraiment que les types étaient morts. Et on appelait, donc, en fait, ils avaient un digne de Aguna. Mais en fait, ça veut dire, il leur a dit, tu vois, ça veut dire, ne dites pas. Et tu vois, elle est dans les bâtés d'inimés. Donc, il y en a plein de femmes, elles sont remariées, tu vois, elles ont des enfants, tout ce que tu veux. Mais en fait, elles n'ont jamais eu de permissivité, de Rav qui les permettait de se remarier, quoi.
L'idée, c'était de dire, tu vois, si tu trouves, tu vois, un raf qui est pas au courant ou un truc comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. La plupart sont toutes remariées sans avoir vraiment une permission explicite des rabbinim. Ouais, en Israël, ça serait jamais passé un truc comme ça. Mais en Amérique, comme c'est le foutoir, alors, tu vois, on peut faire des trucs qu'on ne peut pas faire en Israël. C'est vrai qu'il ne faut pas dire les noms et tout ça, parce qu'après, si jamais tu vois, il peut se poser des questions. Mais bon, peu importe, tu vois, mais ça veut dire, voilà quoi, mais c'est tout. Mais bon, tu vois, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est que quand ils disent ça, que la yeshiva, eux, ils sont marmir, ça veut dire, ils sont obligés. Ça veut dire, si tu vas au Beddin, tu vois, le Beddin, il peut dire sur quel ground, tu vois, on va te permettre. On n'a pas de preuve, on n'a pas de ground halachique pour permettre. Mais ils peuvent dire, tu vois, OK, tu vois, fais ton business, après on verra, tu vois. Ça ne pose pas la question. Tu vois, tu vois, donc c'est la même chose, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est tout, tu vois, tu vois, donc c'est ça, donc c'est ce que veut dire la yeshiva, eux, ils étaient marmir, mais Hachem, lui, il est Mekel, ça veut dire, en fait, encore, comme je vous ai dit, parce qu'on n'a pas de preuve pour le rendre impur, on n'a pas de preuve pour le rendre pur, donc en fait, il est dans un statut intermédiaire, donc voilà, donc en fait, mais en tout cas, l'idée, c'est que Hachem, il aurait pu dire aux lépreux, tu vois, tu fais ta vie, grosso modo, tu vois, comme Rabbi Eliezer, ça veut dire, voilà, c'est en dehors du circuit, mais Rabat, en fait, il a permis, en fait, tu vois, de réunifier les deux, tu vois, de convaincre le Beddin à réintégrer ce type. Donc, dit, Vedvarim Elou, et ces paroles-là, Kachia, donc, voilà, pour lui, il n'y avait pas de doute. Grosso modo, ce qui veut dire, c'est que comment Rabat, lui, il a réussi à convaincre en réalité le Beddin, c'est parce que pour lui, il n'y avait pas de doute. C'est ça pour moi, c'est ça le point, tu vois. Ça veut dire, et tu vois, ça c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire, c'est à peu près ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est intéressant. Ça veut dire, c'est ça, et ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un truc à l'arrière. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'écouter ça, mais ça veut dire, d'une certaine manière, c'est vrai. Ça veut dire, quand tu regardes, en fait, comment, en fait, un possèque, il arrive, il peut convaincre les autres, tu vois. Ça veut dire, en général, c'est quand lui, il arrive à montrer que pour lui, pour donner un angle de vue, ou pour lui, il n'y a pas de doute, tu vois. Mais tant qu'en fait, tu vois, pour toi-même, tu vois, c'est un doute, ou pour la personne, et que même tu dis, OK, moi, je pense que même s'il y a un doute, en fait, il faudrait permettre ou interdire, tu vois, quelle que soit la décision, tu vois, la personne en face de toi, ça veut dire le Dayan ou n'importe quoi, en général, il est pas convaincu, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'il se dit, tu vois, voilà, toi, pour toi, il y a un doute, ok, lui, il pense comme ça dans ce doute-là, moi, j'ai aussi le doute, moi, je pense que c'est comme ça, tu vois. Et tu vois, il n'y a pas de conviction. La seule manière de convaincre quelqu'un, c'est de lui dire, en fait, de lui expliquer que dans ce cas-là, il n'y a pas de doute, tu vois. Et ça, c'est possible ça veut dire la manière de faire ça, c'est en fait, tu vois, c'est qu'il faut changer complètement, tu vois, il faut avoir une autre approche qui permet, tu vois, tu vois, pour Rabat, la manière pourquoi lui, il a pu convaincre les autres que c'était pur, par exemple, pourquoi Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas capable de convaincre a priori, tu vois, puisque on voit bien que en mettant ces deux chapitres l'un à côté de l'autre, le Maharal, il essaye de mettre une opposition entre Rabat et Rabbi Eliezer, quoi. Tu vois que Rabat, ça serait un Rabbi Eliezer qui a réussi, tu vois. Ou tu vois, un Rabbi Akiva aussi qui aurait réussi. Et que l'idée, ça serait qu'en fait, lui, on semble dire qu'en fait, l'idée, c'est que Rabat, ça veut dire, il arrivait, c'est comme on dit qu'il était spécialiste, et ça veut dire que lui, il était capable de dire, en fait, pour lui, il n'y a pas de doute dans ce cas-là. Il était capable d'expliquer qu'en fait, c'était pas qu'il y avait un doute et qu'il fallait permettre ou interdire, mais il était capable de dire que pour lui, c'était de montrer ça comme si c'était évident que, en fait, tu vois, la question se posait pas, quoi, on va dire. Et donc, la yeshiva, elle accepte, tu vois, d'une certaine manière. Par contre, à cause de ça, il arrive à leur expliquer le cas, tu vois. Mais si jamais, par exemple, tu vois, tu vois, ça veut dire comment dire, tu vois, c'est Rabbi Eliezer, on a l'impression que lui, pour lui, dans le cas qu'il est en train de discuter, dans le cas du four et tout ça, où c'était pur, et tous ces cas-là, ça veut dire que, déjà, l'idée par derrière, c'est qu'on voit bien que, comme je vous ai dit, que dans le cas d'Anegaïm, si ça veut dire, avec mon tout petit bagage à l'Afrique, dans ces lois-là, qui est minime, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout moi, je suis le contraire un spécialiste, je me sers vraiment comme un amateur, c'est vraiment, tu vois, plus qu'amateur, tu vois, mais tu vois, selon ce que j'ai l'impression, tu vois, ça veut dire, c'est que dans le cas, par exemple, dans le cas de Rabat, avec la yeshiva d'en haut, etc., il y a un vrai problème à l'Afrique, comme on a dit, parce que le lépreux, quand il est au bout de la deuxième semaine, il est dans un statut intermédiaire et c'est complètement, on comprend les deux points de vue, tu vois, on comprend très nettement que quand quelqu'un pourrait dire, on doit l'impurifier parce que comme la Torah a limité le droit de l'enfermer à 2 semaines, donc là, il reste dans un statut douteux, alors on n'a pas de grande pour le permettre, donc on doit l'interdire, ou qu'on puisse dire, non, on n'a pas de grande, tu vois, pour l'interdire, donc on doit le libérer, tu vois.
Et on comprend, tu vois, les deux points de vue. C'est un vrai safek. Puisqu'on sait que normalement, dans le cas d'un doute, on suit, comme je vous ai dit, la chazaka, c'est-à-dire la situation antérieure. Alors, ici, la situation antérieure, on ne peut pas la suivre parce que la Torah a commandé qu'au bout de 2 semaines, on statue, tu vois, no matter what, tu vois. Donc, on comprend, le doute, il est vraiment, comment dire, tu vois, c'est un vrai doute, c'est un vrai problème, tu vois. Alors que quand on regarde l'histoire du four, déjà, la différence, c'est que, comme on avait vu, que c'est selon ce que Rashi il faisait la picture, l'histoire du four, c'est que le truc, il était en argile et qu'il avait été coupé, que c'était pas un ustensile. C'était assez évident que Rabbi Eliezer, il avait raison, tu vois, ça veut dire que c'était pur. Et que les Chachamim, en fait, tu vois, ils avaient voulu un peu purifier parce que justement, ils lui cherchaient déjà des noises. Ça, c'était un prétexte, si tu veux. Pour le mettre Becherem, quoi. Que ça veut dire, c'est comme lui, il avait des antécédents d'avoir fait chier tout le monde au Beddin, etc., et qu'il ne supportait pas sa personnalité, et que lui, il avait une personnalité assez, tu vois, on va dire, voilà, antagoniste. Tu vois, il antagonisait les gens et tout ça, etc. En fait, tu vois, donc ils sont tous mis d'accord contre lui. C'est vraiment comme l'histoire de Joseph, tu vois, c'est vraiment l'histoire de Rabbi Eliezer, c'est vraiment Joseph. C'est l'histoire de, ok, peut-être toi t'es le meilleur et ça, mais tu es vraiment, t'es un sale con et tout ça. On peut pas te supporter, on va te buter, quoi, c'est tout, tu vois. Mais ça veut dire, mais tu vois, tu vois, c'est un remake. Donc c'est clair que Rabbi Eliezer, au niveau de l'histoire, tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire, tu vois, je veux dire. Il aurait dû simplement, tu vois, c'est-à-dire fermer sa gueule, c'est tout, tu vois, c'est dire, ok, vous avez raison. Mais c'est sûr que lui, tu vois, quand c'est comme ça, quand les gens commencent avec de la mauvaise foi, c'est sûr que tu ne veux pas convaincre. Enfin, déjà, ça veut dire les deux cas, ils sont très différents déjà depuis le début, tu vois. C'est-à-dire, Rabat, il est en train de juger entre deux personnes qui sont honnêtement à la recherche de la vérité, quoi, qui sont Hachem et la Yeshiva d'en haut, alors que Rabbi Eliezer, il est en train de lutter contre des types, tu vois, qui veulent le buter, quoi, depuis le début, quoi. Ouais, j'en sais, mais bon, tu vois, je pense que c'est déjà, ça fait déjà une grosse différence, quoi. Honnêtement, tu vois, ça fait. C'est deux cas qui se ressemblent pas tellement parce que, enfin, là le cas de Rabat, il va mourir pour prouver une fois. Donc, c'est pas. A priori, et en plus, bon, là, il y a une discussion avec le Beddin d'en haut, ce qui est complètement affolant, quoi. Moi, déjà, je n'arrive pas très bien à comprendre. Mais du coup, avant, il y avait une discussion entre des gens des terriens, quoi. Et il y a une Bat-Kol qui descend donner raison à un des terriens. Là, c'est la Bat-Kol. En fait, c'est lui qui va rejoindre la Bat-Kol pour pouvoir discuter avec elle, quoi. C'est vraiment pas le même. Mais si on regarde, c'est pas du tout la même situation. Même si ça paraît être effectivement un contre plusieurs, mais. Ouais, on voit que c'est la même dynamique, tu vois, on voit que dans la même idée, c'est toujours la même. Ça veut dire le Maharal, il a mis ces deux passages l'un avec l'autre, il les met en relation, etc. Comme je dis, c'est clair tout ça, c'est sûr que tu as raison, ça veut dire, non, ça veut dire, c'est clair que tu vois, ça rejoint ce que je dis, ça veut dire qu'en réalité, quand on te dit, tu vois que la yeshiva d'en haut, ça veut dire en train de discuter avec la yeshiva d'en haut, ou tu vois qu'ils discutent avec Hachem, etc. Mais ça voudrait dire grosso modo, ça veut dire que la yeshiva d'en bas, elle cherche ce que ça veut dire. Eux, ils sont en yeshiva d'en haut, tu vois, c'est possible. C'est-à-dire que le cas, il se soit présent. À l'époque de Rabat, il n'y avait déjà plus de lépreux, tu comprends, il n'y avait plus de Beddin, il n'y avait plus de Beth Amikdash, il n'y avait plus tout ça. Tu vois, il n'y avait pas de Gdusha, il n'y avait rien, tu vois, ça veut dire tout ça, ça reste des cas théoriques. Mais ça voudrait dire, grosso modo, tu vois, si tu veux remettre ça en lumière, ça voudrait dire que à l'époque de Rabat, l'idée, c'est que lui, il a affaire, on peut voir ça comme un machal. Ça veut dire, si on prend ça comme un machal, ça veut dire que Rabat, lui, donc c'était un Rosh Beddin, si tu veux, c'est celui qui a orienté, on va dire, la manière dont le Talmud de Babylone il a été écrit, c'est-à-dire c'est le précurseur, c'est celui on peut dire qui a fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il a fait la jonction entre les auteurs du Talmud de Jérusalem qui sont venus, si tu veux, ensuite habiter, qui ont émigré en Babylonie avec leurs élèves, etc. Ou certains. Et lui, il a fait la jonction entre, si tu veux, entre le Talmud de Jérusalem et de Babylone. Tu vois, si tu veux, c'est celui qui aurait donné, on va dire, l'orientation du Talmud de Babylone. Tu vois, Rabat, c'est un auteur très important, tu vois, très, à part que tous ses élèves, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont écrit, tu vois, qu'ils sont presque tous ses élèves. Donc, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire que lui, en fait, il doit dealer avec une yeshiva d'en haut. Ça voudrait dire que le Beddin de Babylone, en fait, son pouvoir terrestre, il est hyper restreint. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, tu discutes dans la théorie, tu vois, tu discutes des lois de la lèpre, qu'une lettre qui n'existe plus depuis déjà un siècle, on va dire 2 siècles, ou j'en sais rien, au minimum, etc. Donc, tu discutes avec la yeshiva d'en haut. Et ça voudrait dire qu'en discutant sur les cas théoriques, à ce moment-là, tu vois, grosso modo, tu peux rentrer ça dans le machal. Ça voudrait dire, eux, lui, ils discutent sur des cas théoriques, ça lui permet en fait de réintégrer, si tu veux, l'humain, etc., dans la loi, parce qu'en fait, c'est une loi que de cette manière, c'est pas qu'on applique pas, mais c'est une loi qu'on est dans une recherche théorique.
faut pas dire que la lèpre n'existe pas, parce que le mot Tahara, c'est pas la traduction d'un lettre, c'est une fausse traduction. Ça peut être une vitiligo, ça Oui, peut être une d'accord, tache, ok, ça peut être c'est une modification, et pas la lèpre. C'est une lésion cutanée, ça oui, existe, ok. heureusement, autrement on n'existerait plus, nous. Ok, donc je sais pas comment on va traduire ça. Je sais pas, la Ah, tsarate, on va garder le mot. ouais, On va garder ça, le mot. Enfin, donc, en tous les cas, la tsarate, elle n'existait plus à leur époque. Et a priori, en tous les cas, elle n'existait que d'une manière théorique, quoi, ça veut dire. Et donc, en fait, Rabat, quand il discute avec la yeshiva d'en haut. Ce que ça veut dire, c'est quand nous, quand on étudie le Maral, en fait, on discute avec la yeshiva d'en haut, tu vois, ça veut dire. Ouais, c'est notre cas à nous, tu vois, ça veut dire, voilà, on est. Donc alors que c'est ça l'histoire, c'est que Rabbi Eliezer, lui, il est encore en train de dealer avec un Beddin qui a un pouvoir, un Sanhédrin qui peut appliquer la peine de mort, qui peut appliquer le Kherem, qui peut appliquer tout ça. Et donc, ça explique qu'en fait, c'est sûr que la difficulté, c'est beaucoup plus difficile à gérer, quoi. C'est clair que Rabat, il a une tâche beaucoup plus facile que celle de Rabbi Akiva ou de Rabbi Eliezer, qui est de faire descendre tu vois, ça veut dire intégrer l'individu ou ça veut dire tu vois, ça veut dire la place d'une vérité subjective dans une loi objective. Quand on deal sur la théorie, ça veut dire quand on deal avec la yeshiva d'en haut, c'est beaucoup plus facile qu'en fait tu vas dealer quand tu le fais dans la yeshiva d'en bas, quoi. Enfin, grosso modo, c'est pour ça, quand tu vois l'exemple, c'est simple, c'est tu vois les yeshivot, tu vois, à l'extérieur d'Israël, ça veut dire tant qu'il n'y avait pas la politique en Israël, tout le monde aimait les yeshivot, tu vois, ça veut dire on va étudier la Torah, pourquoi pas, c'est super et tout ça. Quand tu vois, quand ça commence à dire voilà, maintenant il faut faire rentrer ça dans les yeshivot d'en bas avec la politique en Israël et tout ça, ben, ça devient beaucoup moins sympathique, tu vois. C'est à peu près ça voilà, quoi. C'est ça ce que ça veut dire, la yeshiva d'en haut, ça veut dire a priori que Rabat, lui, doit dealer avec quelque chose qui est, tu vois, c'est avec des vérités théoriques. Donc, ça veut dire, tu vois, ça lui permet de. Parce que l'autre point qu'il a l'air de mettre en avant, le Maharal, c'est que c'est un spécialiste. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer n'était pas spécialiste. Non, c'est ça, ce que je veux dire, c'est ça, c'est le point que je voulais dire, c'est que tu vois, c'est qu'on a l'impression que c'est pour ça, parce que on se dit, voilà, l'histoire de spécialiste, comme je te dis, ce que ça veut dire, c'est que pour lui, la question ne se posait pas. Ça veut dire qu'en fait, lui, tu vois, ça veut dire que la question ne se posait pas, et c'est-à-dire qu'il est capable quand toi, tu es capable d'expliquer à l'autre, comment tu peux convaincre, toi, quelqu'un d'autre, un autre spécialiste? C'est quand tu lui montres qu'en fait, la question ne se pose pas. Comme je te dis, c'est ça la règle. C'est quand tu regardes dans la halakha, si tu parles le cas, tu prends le cas de Maïmonide, tu vois, dans le Yad HaZaka, tu vois, dans le Mishneh Torah, pourquoi est-ce que Maïmonide, il a un impact tellement grand dans la halakha? C'est parce que tu vois, il n'a pas amené de discussion ni rien du tout, tu vois, c'est comme ça, et tu discutes pas parce qu'il n'y a pas de doute, tu vois, la question ne se pose pas. Donc, le lecteur, si tu veux, il est obligé de dire, bon, Maïmonide, il a la police, ça ne posait pas ce problème, donc, ok. Moi, si au maximum j'ai un doute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis bien obligé pour lui, ça veut dire, voilà. Mais je sais pas s'il arrive à convaincre que la question ne se pose pas, en tous les cas, ouais, peut-être, tu vois, on va dire comme ça, quoi. Et ça veut dire, c'est comme ça. En tous les cas, l'idée, c'est comme ça. Le Shulchan Aruch fonctionne de la même manière. S'il n'y a pas, mais quand il n'y a pas de discussion comme Maïmonide, ça ne veut pas dire que c'est presque divin. C'est une question, tu vois, c'est tous ceux qui sont opposés à lui, ils l'ont beaucoup reproché ça, tu vois. Ça veut dire même d'avoir appelé son livre Mishneh Torah, ça veut dire la répétition de la Torah ou la deuxième Torah, ou un truc comme ça, tu vois, c'est pas mal. Même moi, je ferais pas ça. C'est divin. Je sais pas si Non, parce qu'il était hors classe. Il est hors classe, quoi, c'est tout. Est-ce qu'on peut le considérer comme hors classe? Parce que la plupart du temps, chez nous, il faut discuter. Si on ne discute pas, on n'avance pas. Non, c'est clair, non, mais ça veut dire, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, quoi. Je veux dire, moi, ça veut dire, c'est un type de juif, c'est sûr qu'il était hors classe, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais ça veut dire, honnêtement, tu vois, moi j'ai déjà vu, tu vois, que tous ceux qui s'appellent Moshe. Je peux me permettre d'être hors classe. C'est des mecs qui sont, tu vois, ils sont en vase clos et ils sont, tu vois, ils ont leur système complètement fermé. Tu regardes le contour de toi, tu verras que tous les mecs, quel que soit leur niveau, ça veut dire qu'ils s'appellent Moshe, qu'ils ont leur prénom c'est Moshe, c'est des mecs qui sont complètement, tu vois, en vase clos, qui ont leur système qui fonctionne et tout ça, etc. Et tu vois, ils sont à la fin, c'est comme ça, tu vois. Donc, tu vois, c'est une personnalité aussi, tu vois. Je veux dire, mais c'est sûr que lui, il était hors classe, tu vois. Ça veut dire à part ça que lui, il était hors classe, quoi. Mais voilà, quoi. Non, c'est clair. C'est comme je dis, beaucoup de gens, tu regardes ça, même si les rabbinim, tu vois, Moshe Feinstein, il était comme ça, tu vois. Tu vois, il a son système, il a son truc, et voilà. Mais tu vois, c'est hors classe, si tu veux, parce que voilà, dans leur système, il est tellement beau que tu vois, si tu veux,
tu peux que admirer ou tu vois ou même que accepter si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est Mais, assez. mais quand un morpion se sent hors classe, alors là, c'est terrible, ça. Oui, c'est voilà, exactement. Non, mais ouais, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Mais l'idée, je pense pas qu'en fait, je pense que le Rambam, au fond, c'est très possible qu'il était très modeste aussi, tu vois. Ça veut dire que lui se sentait, tu vois, ça veut dire qu'il avait besoin de l'approbation de personne, tu vois, c'est tout. Voilà, il avait, il vivait dans son système. Je veux dire, voilà, c'est pour ça quand tu dis, quand il dit, c'est l'introduction justement dans le Yad HaZaka, dans le Voilà, Mishneh Torah, voilà. il dit, et s'il y en a qui sont plus intelligents que moi et qui pensent que j'ai tort, il dit, il faut pas qu'ils s'énervent contre moi parce que j'ai écrit, c'est pour moi que c'est marqué dans l'intro, il dit, j'ai écrit pour ce livre que pour les gens qui sont plus bêtes que moi. Franchement, Oui. tu vois, c'est C'est quand dans, même, tu vois, c'est ce que vous avez dit dans la lecture, hein. Et ça, c'est étonnant, bien sûr, c'est intéressant. Et j'arrive pas à le retrouver. Je voulais sortir ça, mais j'arrive pas à le trouver exactement. Mais je suis content que vous l'ayez retrouvé pour rafraîchir la mémoire. oui, C'est fait pour les gens qui sont plus bêtes que moi. C'est fait pour les gens qui sont plus bêtes que moi. Donc là, là, quand on discute, c'est fait pour nous, quoi. On a compris. Ouais, mais c'est pas mal d'avoir dit ça. Je raccroche, allez, on raccroche. Parce qu'on est au-dessus de la mêlée. Non, mais tiens, mais je sais pas. Il a eu des détracteurs quand même, Ouais, non, mais c'est clair. Mais bon, c'est sûr que oui. Il y en a qui raccrochent, il y en a qui décrochent. Non, mais les détracteurs du Rambam, ils sont beaucoup venus arriver après sa mort, honnêtement. Ça veut dire, ça s'explique logiquement parce que d'abord. Parce que tu vois, les livres, ils ont pris une dimension beaucoup. Non, je pense que depuis tant qu'il était vivant, tu vois, c'est difficile, tu vois. C'est vraiment un autre sujet, mais bon, si vous voulez, on peut parler de ça. Je m'en fous qu'on fait de façon de leur sujet, mais ça veut dire, ça veut dire que tu vois, non, c'est vrai, bon, c'est pas vraiment un sujet parce que c'est vrai que Maïmonide, ça serait comme pour reprendre l'histoire avec Rabat ou avec Rabbi Eliezer, quelqu'un qui était, on veut dire, hors norme et qui était, voilà, et qu'il y avait des difficultés, comme on a dit. Comme je dis, ces livres, ils ont été brûlés, etc., et que voilà, et qu'il a eu des détracteurs. Tu vois, c'est comme tu dis, ça veut dire, voilà un exemple peut-être, tu vois, de dire, voilà, Maïmonide, lui, il a dit, pour lui, il n'y avait pas de doute, mais est-ce qu'il a réussi à convaincre les gens qui n'avaient pas de doute, tu vois, c'est un peu ça, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais bon, pour expliquer l'histoire des détracteurs de Maïmonide, c'est, a priori, tu vois, c'est de son vivant, il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est parce qu'a priori, mais là, ça s'explique, je pense, de son vivant, il n'y en a pas eu tant que ça. À mon avis, ça s'explique de deux raisons. Première raison, c'est sur la plus simple, c'est parce qu'en fait, le public que Maïmonide, auquel il s'adressait, c'était pas le public des savants. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes les livres qu'il a fait, si tu veux, Maïmonide, c'était un rabbin qui était très populaire, tu vois, pour la masse. Ça veut dire, tu vois, que c'est toi qui est pas simplement populaire, mais qui avait un pouvoir, comme il avait un pouvoir, comme il avait, si tu veux, une sorte de, tu vois, de rôle politique, etc. En fait, donc, tu vois, les épîtres et les lettres qu'il a écrites aux Juifs de Théman et tous ces machins-là, etc. Donc, ça veut dire, c'était un rabbin qui était, tu vois, vraiment une œuvre qui était, en fait, même, tu vois, le guide des égards. C'est pour ça que quand il dit, ça a été écrit pour les gens plus bêtes que moi, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que ça veut dire le Mishneh Torah, c'était pas un livre pour l'élite, c'était un livre pour la masse. Ça veut dire, voilà, vous savez pas quoi faire, vous n'avez pas accès au Talmud, etc. Et ben voilà, au moins vous avez ça et vous savez comment vous repérer, tu vois. Non, c'est assez clair. À mon avis, c'est ça le sens littéral de l'histoire. C'est de dire, tu vois, quand il dit ça, il dit, c'est pas ça pour faire une blague, tu vois, etc. Ça veut dire, comme nous, c'est ça, mais ça veut dire qu'il voulait dire ça. Il voulait dire, OK, moi, si vous êtes plus intelligent et que vous avez une meilleure connaissance du Talmud que moi et que pour vous, ça vous paraît faux ce que je dis, alors laissez tomber. Tu vois, ça, ce que ça veut dire. Moi, j'écris pour ceux qui n'ont pas accès au Talmud, qui savent pas, voilà, de l'hébreu simple, avec les lois toutes classifiées, tu vois, tranchées et tu vois, organisées, tu vois. C'est comme je leur ai dit quand il y avait, bref, moi, je ne fais pas une autre diversion sur une autre diversion. J'ai dit que tu vois, que Maïmonide, c'était le premier ChatGTX, la ChatGPT ou je sais pas quoi. Parce que tu vois, ils ont enlevé ça. Parce que tu vois, dans l'actualité juive, ils m'ont demandé des questions. Je sais pas, tu vas voir, dans l'actualité juive, je suis dans l'actualité juive. La classe, ça me fait rien. Attends, je ne fais plus en ce moment, je ne savais pas. Non, mais c'est pas grave, t'as rien raté. Ils ont tout coupé. Ils ont coupé tous les passages intéressants, ils ont coupé. Tu vois, donc, n'aie pas peur. Tu fais pas grand-chose. Je suis content d'avoir. Ça me fait de la pub, Tu vois, mais. Ils ont coupé les passages. Ouais, non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, non. Non, mais il m'avait dit déjà à la base, tu vois. C'était pas peur, c'est pas. Ils l'ont prévenu, d'accord.
Si vous étiez prévenu, c'est bon. Non, m'avait prévenu, m'avait prévenu. Donc, bon, à la fin, ça dit simplement, tu vois, vraiment. Mais c'est bien, ça me fait passer pour un type normal, tu vois. Tu vois, donc je suis content, tu vois. Et tu vois, Vous savez, moins il y a de pubs, plus on est content. Moins on est nombreux, mieux c'est. Ah, non, je suis C'est d'accord. évident. Ok, C'est évident. ok, bon, bah, Non, pardon, faut pas. si tu veux. Ne Bon, bah, disons c'est pas. bon. Qu'il puisse travailler Moi, quand même. Une coupe de toute ressource. il aurait dû annuler complètement l'article, c'est tout. Notre monsieur X qui dit ça. Ok. Ok, bon, ben, revenons à l'histoire. Tu vois, c'est a priori pourquoi les détracteurs de Maïmonide, c'est l'histoire. Tu vois, c'est comme je dis. Donc d'abord, premièrement, a priori, Maïmonide, il s'adressait pas au public que le public qui avait accès aux rabbinim savants. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu comme si tu veux dire les Lubavitch, si tu veux dire aujourd'hui. C'est-à-dire que ça veut dire lui, il s'adressait aux Juifs qui n'avaient pas accès au Talmud, aux Juifs qui, tu vois, qui étaient dans des pogroms, dans des situations compliquées, dans des communautés difficiles, et qui n'avaient pas, en fait, c'était pas les Juifs qui avaient tu vois, c'est pas les Tosfot, si tu veux, c'était pas les Juifs français qui étaient dans une situation très confortable avec plein d'argent, plein de yeshivot, plein de machins, tu vois, etc. Donc, en fait, le temps que les livres de Maïmonide, tu vois, ça veut donc de son vivant, Maïmonide, il était vu comme un type hyper positif parce que, tu vois, on entendait parler de loin. Et en fait, c'était, tu vois, les savants, ils entendaient parler de lui de loin comme quelqu'un, tu vois, qui faisait comment dire, comment dire, tu vois, de la démo, tu vois, comment on appelle ça, tu vois, ça veut dire de la démagogie, mais comme, tu vois, ça veut dire qui expliquait qui faisait, tu vois, comment on appelle qui populaire. La vulgarisation, qui faisait de la vulgarisation du judaïsme, tu vois, qui faisait la vulgarisation du judaïsme, et c'était nécessaire parce qu'en fait, voilà, il y avait des juifs en exil, il y avait tout ça, etc. Donc, de son vivant, en fait, tu vois, Maïmonide, il n'était pas du tout, comment dire, critiqué, parce que les gens, en fait, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans ces bouquins. Et quand il est mort et tout ça, etc., et que finalement, tu vois, les bouquins sont arrivés en France et tout ça, c'est là où les mecs, ils ont crié, ah, tu vois, quelle est cette horreur, c'était quoi ça, tu vois, c'est de la philosophie, c'est de la c'est machin, gna, 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 gna. Tu vois, ça veut dire, c'est encore, tu vois, encore un néo-judaïsme et tout ça, blablabla. Et donc, ça a été, tu vois, c'est là où ça a commencé, tu vois, parce que ça a été, et là, et son fils, a priori, il n'avait pas l'air, tu vois, ça veut dire, bon, bref, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, je sais pas, on ne connaît pas beaucoup sur son fils, mais ça avait l'air d'être un mec hyper gnangnan, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, je sais pas quoi, bon, bref, on va pas trop parler, le pauvre, tu vois, il a quand même écrit des bouquins et tout ce que tu veux, et c'est intéressant ce qu'il dit au fond, tu vois, ça veut dire, mais clairement, tu vois, c'était pas le genre non plus, tu vois, qui aimait discuter, et tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, on va pas parler sur le fils de Maïmonide, tu vois, mais bon, en tous les cas, c'est clair que c'était pas la meilleure pub que Maïmonide il aurait pu avoir. C'était pas le meilleur PR, quoi, que Maïmonide il aurait pu avoir sur ses bouquins, quoi, d'avoir son fils comme, tu vois, comme celui qui devait les défendre, etc. Et donc ça envenimait, si tu veux, la chose. Mais ce qui est intéressant, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, avec Maïmonide, il y a eu si tu veux, il y a une personne, si tu veux, qui est vraiment, si tu veux, responsable de la réhabilitation de Maïmonide et qui a sauvé, tu vois, ça veut dire qui a fait que finalement Maïmonide, malgré les détracteurs, qui a fait changer d'avis les détracteurs. Tu vois, parce que le détracteur principal, si tu veux, contre Maïmonide, c'est un rabbin qui s'appelait Rabbeinu Yonah, qui habitait en Gironde, tu vois, qui était dans le sud de la France, que c'est lui le détracteur, lui qui avait organisé tu vois, les autodafés, les brûles et les machins et tout ça. Et que comment dire, c'est Nachmanide, je pense, c'était son beau-père, c'était son beau-père, que lui, tu vois, donc c'est Nachmanide qui a été celui qui a permis, tu vois, ce que Maïmonide soit réintégré, si tu veux, qui a été le défenseur de Maïmonide. Ça a été le grand, tu vois, ça a été, alors que sur plein de points, il n'est pas d'accord avec lui, etc. Mais ça veut dire, c'est lui qui est parti en France à plusieurs reprises. Lui, il a été en Espagne, à Barcelone, et c'est-à-dire, il est parti, c'est-à-dire, comme il avait des connexions avec les Juifs français. Comme il avait des connexions avec les Juifs français, je peux fermer les micros, non, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme il avait des connexions avec les Juifs français et que justement, il était de la famille de Rabbeinu Yonah, je crois que c'était ou je ne sais plus qui était le beau-père de l'un ou de l'autre, ou c'était deux beaux-frères. En tous les cas, lui, il est parti, il a passé des heures, des bouquins, etc., à convaincre Rabbeinu Yonah que Maïmonide n'était pas un hérétique, tu vois. Et ça a été le grand, c'est aussi le grand travail de Nachmanide, et jusqu'à ce qu'à la fin, mon Rabbeinu Yonah, qui a été celui qui avait organisé les feux et tout ça, il est parti sur la tombe de Maïmonide.
Bon, tout le monde ne sait pas laquelle exactement, puisqu'il y en a plein. Mais tu vois, et que, en tous les cas, il a fait des excuses publiques sur la tombe de Maïmonide, etc., et machin, blablabla. Et que, donc, ça a fait ensuite la réintégration, elle a eu lieu à ce niveau-là. Mais ça, c'est historiquement comment ça s'est passé. Maintenant, tu vois, les réactions de Rabbeinu Yonah, tu vois, tu vois, c'est clair que tu vois que ça devait être choquant pour lui, toutes ces histoires-là, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça qu'on peut dire, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, parce que Rabbeinu Yonah, pour expliquer l'histoire, c'est que, si tu veux, le courant, il y avait, si tu veux, dans le judaïsme, si tu veux, il y a deux, si tu veux, il y a deux, si tu veux, à ce moment-là, dans le judaïsme, il y avait deux manières, il y avait deux manières d'envisager la relation, tu vois, au divin, tu vois, à la religion, si tu veux. Et les Sfaradim, qui étaient, tu vois, c'était un petit peu à ce moment-là, c'était eux, ils avaient une vision, tu vois, dans le Kalam aussi, pour expliquer comment ça fonctionne, tu vois, Maïmonide ne vient pas de nulle part, tu vois, Maïmonide, en fait, il est, on va dire, il suit la tradition de Rav Saadia Gaon, qui était un auteur qui était 2 siècles avant lui, et d'autres, tu vois, d'autres livres, tu vois, de ce qu'on appelle le Kalam juif, tu vois, c'est-à-dire qu'ils envisageaient, en fait, ça veut dire le rapport à la religion, d'abord comme une relation à la philosophie, comme une recherche philosophique, et plus, tu vois, plus qu'une expérience mystique, tu vois, c'était surtout ça le truc. Et alors que tu vois Rabbeinu Yonah, etc., lui, il venait vraiment en partie de la tradition française, qui était, tu vois, qui était de vivre en fait le judaïsme comme une expérience mystique pratiquement, à travers l'étude de la Torah, à travers tout ça. Mais c'est-à-dire qu'au fond, c'était quelque chose, tu vois, qui était vécu comme au niveau vraiment de l'expérience. Ça veut dire, tu vois, la Torah, elle te transforme, la Torah, tu vois, tu vis une ascèse spirituelle à travers la Torah. Et donc, en fait, c'est quelque chose, comme si tu vois, la relation au divin, c'est une expérience avant tout, tu vois. Alors que Maïmonide, et tu vois, il se basait par rapport à Saadia Gaon et tout ça, il pense que tu vois que celui qui pense que l'expérience de la relation divine, c'est une expérience qu'on peut ressentir physiquement, pour lui, il pense que c'est un délirant et que c'est, tu vois, c'est un gros malade, tu vois. Et donc, tu vois, ça veut dire que c'est là où ça a clashé, à mon avis, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'était là le clash. Mais voilà, plus qu'au niveau de mais au niveau de la halakha aussi, tu vois bien que Maïmonide, tu vois, ça veut dire, et Maïmonide, il est quand même, tu vois, ça veut dire au niveau de la halakha, bon, évidemment, il y avait plein, c'est ce qui a choqué tous les autres contemporains, évidemment, c'est qu'ils ne citaient pas ses sources, tu vois, c'était ça le problème. C'est la première fois que quelqu'un, il prenait un tel, tu vois, ça veut dire une telle liberté de dire, voilà, j'écris une répétition, une deuxième Torah, et voilà, et sans citer les sources. Mais bon, mais c'est sûr qu'en tous les cas, dans le cadre de Maïmonide, si on veut reprendre un autre exemple, tu vois, d'un Yachid qui est en opposition avec le Rabbim, c'est vrai que Maïmonide est dans cette position-là, et que c'est vrai qu'en fait, tu vois, c'est Nachmanide, on va dire que lui, il a fait le rôle que Rav Akiva n'a pas joué, quoi. Même si tout ça c'était posthume, quoi. C'est-à-dire, lui, il a réussi, si tu veux, à faire coïncider et les deux philosophies en faisant un travail théorique, tu vois, ça veut dire de critique sur Maïmonide. Parce que ce qui faisait peur, en réalité, tu vois, en fait, ce qui était intéressant à expliquer, c'est peut-être pour expliquer comment est-ce qu'une pensée, tu vois, novatrice, des fois, elle peut choquer, elle peut empêcher, et tu vois, elle va créer un mouvement de violence même, tu vois. C'est que, en fait, les auteurs, tu vois, comme Rabbeinu Yonah, etc., ils n'avaient pas les ustensiles, si tu veux, théoriques pour critiquer ce que Maïmonide disait. Donc, en fait, tu vois, pour eux, quand ils lisaient le guide des égarés, c'était quelque chose de violent parce que, tu vois, c'est t'entendais des choses que tu sentais que c'était pas ce que tu pensais toi, mais tu savais même pas comment répondre à ça. Tu vois, tu vois, c'était ça le problème. Donc, après, la seule réaction, quand tu sais pas quoi répondre à tout ça, c'est ce que tu peux dire. Ah, c'est de la merde, c'est pas cachère, c'est un apicoros, c'est un rachat, tu vois. Et Nachmanide, en fait, tu vois, dans son travail, que lui, il était, tu vois, c'était un kabbaliste et tout ce que tu veux, mais il était en même temps philosophe et tout ce que tu veux. Lui, en fait, il a dit, OK, c'est vrai que dans Maïmonide, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais il a argumenté, tu vois, d'expliquer, de dire, voilà, en fait, tu vois, ça veut dire, donc il a donné aux autres rabbinim la possibilité de discuter avec Maïmonide. Tu vois, si tu veux.
de pouvoir que les autres à l'époque, si tu veux, tu vois, c'était la position que, tu vois, comme je dis que Rabbi Akiva, ça aurait dû ce qu'il aurait dû faire avec Rabbi Eliezer, il aurait dû donner, tu vois, parce que le problème qu'on voit avec Rabbi Eliezer, je sais que je vous endors, tu vois, et j'avance avec moi, j'ai lancé la marée, mais ça veut dire, parce que je vois tout le monde qui chionce, tu vois, et tu vois, je me dis, tiens, et en plus, il est 3 heures de l'après-midi, les pauvres, je me dis, tu vois, c'est là chez eux, je me dis, tu vois, je vais pas les faire fiancer maintenant, tu vois, donc, ok, d'accord, je sais que la sieste, c'est important le vendredi, mais bon, ok, mais bon, donc, j'avance. Tout à l'écoute, hein, faut pas croire, hein, c'est pas parce que. Non, enfin bref, en tout cas, c'est sûr que l'idée, c'est que la violence qui est entre Rabbi Eliezer, pour finir sur ça, et les Chachamim, etc., qui le mettent en Kherem et tout ça, elle est liée au fait que, on voit bien, il y a une incapacité, en fait, à discuter parce qu'ils viennent de deux, tu vois, il y a une incapacité qui manque, si tu veux, c'est un langage théorique qui permettrait la discussion entre les deux. Et tu vois, c'est ce que Nachmanide, il a fait avec Maïmonide, c'est-à-dire qu'il a créé, il a fait une étude critique, il a montré, tu vois, les points faibles, mais en quoi c'était discutable, et ça a permis aux autres rabbinim de son époque de pouvoir prendre parti pour un côté ou l'autre, tu vois. Tu vois ce que Maïmonide disait, alors qu'avant ils avaient pas, c'était tellement nouveau pour eux, c'était tellement bizarre, c'était tellement, tu vois, monolithique que pour eux ils savaient pas comment répondre, tu vois, ni oui ni non, tu vois, donc ils pouvaient que rejeter, quoi. C'est ça bref, tu vois, peu importe, mais c'est ce que Rabbi Akiva aurait dû faire, tu vois, c'est exactement toute cette histoire-là. Mais encore une fois, dans l'histoire de Rabat ici, pour revenir à notre histoire à nous, tu vois, Rabat, c'est un spécialiste, et comme je dis, en fait, l'idée du spécialiste, c'est un peu comme Maïmonide pour revenir à cette histoire-là, c'est d'un côté, c'est celui qui peut dire le problème ne se pose pas, tu vois, c'est-à-dire qu'il arrive à montrer à la question, à de dire, en fait, vous regardez le problème d'une manière où pour vous, le problème se pose, mais en fait, ça veut dire, il faut, tu vois, le spécialiste, celui qui va commencer à dire, non, mais vous regardez ça d'une manière complètement, tu vois, ça veut dire d'une manière fausse, et c'est toute votre manière, tu vois, de voir qui fait que vous avez un problème, mais si vous regardez d'une autre manière, qui est une manière qui serait moins, on va dire, biaisée peut-être, tu vois, biaisé par vos connaissances, tu vois, en réalité, vous verrez que le problème ne se pose pas. Et tu vois, je peux donner un exemple, encore une fois, tu vois, c'est dans cette chaîne-là, parce que pour moi, c'est un exemple très symptomatique, c'est que quand il y a, comment il s'appelle, il y a des rabbinim qui avaient dit, donc on sait qu'il y a une mitzvah de l'otamod al-dam re'echa, ça veut dire, quelqu'un qui est en train de mourir, tu dois le sauver. Et qu'il y a des rabbinim, tu vois, dans le XVIIIe siècle, qui disent, ils ont commencé, ils se sont posé la question, est-ce que si quelqu'un il veut se suicider, est-ce qu'on doit le sauver ou pas? Et la raison, elle était pourquoi? C'est parce que quand l'Agmara, elle dit, elle apprend cet interdit, tu vois, de sauver, la mitzvah de sauver quelqu'un, elle dit oui, on n'a pas besoin d'un passouk sur ça parce qu'on l'apprend d'un kalvachomer du fait qu'on doit récupérer l'argent de quelqu'un. C'est si déjà, quand quelqu'un a perdu un objet, on doit lui rendre. Si quelqu'un en plus est en train de perdre sa vie, c'est sûr que tu vois, on doit l'aider. Et eux, ils ont dit oui, mais si jamais quelqu'un jette son argent par la fenêtre, tu ne dois pas lui rendre. Donc, si jamais quelqu'un décide de se tuer, tu n'as pas de mitzvah de lui rendre, tu vois. Et tu vois, Ramoshe, tu vois, ça veut dire des autres rabbinim, ils ont dit, mais vous regardez la question, tu vois, c'est impossible de regarder la question comme ça, tu vois, c'est même si l'Agma a fait un calvachomer et tout ça, etc., de toute votre manière de voir la situation de comment on doit sauver la vie d'un homme, tu vois, c'est pas comme ça, tu vois, c'est sûr que la Torah, elle veut, tu vois, la question, elle se pose pas. Si vous posez la question, c'est vrai que maintenant vous avez des problèmes pour trouver la preuve. Mais en fait, il faut que vous regardiez l'idée que la question, elle se pose pas du tout, parce que tu vois, ça veut dire la vie humaine, elle est au centre de la Torah et machin, blablabla. Et si tu vois, la seule manière de convaincre les gens, tu vois, qui ont un doute, tu vois, à se ranger de ton côté, c'est de dire la question se pose pas, tu vois. Bon, bref, j'avance, tu vois, parce que je vois que tu vois tout le monde. Mais à mon avis, c'est ça ce que ça veut dire quand il dit que Rabat est spécialiste. Ça veut dire que pour lui, il était capable de convaincre les gens, de dire, en fait, non, la question, elle se pose pas. Ici, vous avez un problème, est-ce qu'on peut le purifier ou pas? Ça veut dire, et vous dire, on n'a pas de base pour lui ouvrir les portes de la prison et le purifier. Mais l'idée, lui, va dire, non, mais comme on n'a pas de preuves, en fait, pour dire qu'il est impur, donc la question, elle ne se pose pas qu'il est pur. Tu vois, un truc comme ça. Et donc, vous n'avez pas besoin de preuves pour lui ouvrir les portes. Tu vois, mais ça serait ça l'idée. Mais c'est qu'un spécialiste qui peut te dire ça. Ça veut dire quelqu'un qui est capable, tu vois, de montrer comment un point de vue ça veut dire de changer la manière de voir des gens, tu vois, d'une manière fondamentale, tu vois, radical. Bref. Moi, j'avance, tu vois, parce que j'ai beaucoup parlé et je vais beaucoup avancer. Donc, je vais dire, on va au moins finir ça, le chapitre de Hashem. Allez, hop, on y va. Alors, ok. Ok. Vedvarim Elou, donc ces choses-là. Donc, Vedvarim Elou, Kacha Yavin, Yarkor Adam. Donc, quand un homme, il va réfléchir, il va s'approfondir, et il y a un mimique Vedvarim Elou, et qui va donc s'approfondir dans ces choses-là. Kimsa, chez Koladvarim, Machanidvaru. Donc, il va comprendre que toutes les choses desquelles on a parlé, Mdvarim Burim, sont des choses très claires. Ok. Donc, il va ramener une autre Gemara. Donc, il va ramener le dernier chapitre de Nazir.
Hashem kol safek negaim taor. Voilà. Tu vois, tu vois, ça veut dire, ok, donc tout doute qu'il y aurait dans les plaies, il est pur, mais chez Niska, Kletoumas, ce que je vous avais dit, tu vois. Mais une fois qu'il a été impurifié, c'est kotamé, le doute, il est impur. Le problème ici, c'est que ici, tu vois, c'est que ici, voilà, il est dans un cas, intermédiaire. Ok. On a aussi la suite de l'agma. Le Kahama, et l'agma demande là-bas, Mina Nemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rava, il a dit, chez Neymar, l'état haro ou l'état méo. Donc, dans la Torah, il est marqué, ceci est les lois de la lèpre pour le purifier ou l'impurifier. Donc, du fait, donc l'agma a dit, Oil ou patah hakatur bo techila. Donc, du fait que la Torah, elle a commencé par dire le purifier, ça voudrait dire que tant qu'on n'a pas de preuve que le type il est impur, on le considère comme pur. Un truc comme ça. Mais une fois qu'il est impur jusqu'à preuve du contraire. Donc, en tous les cas, il dit Karagasad Beperek Amadir Biktuvot, et c'est ainsi que la Gemara, elle se lit dans le chapitre de Amadir dans Ketuvot, ça veut dire c'est un chapitre dans Ketuvot. Donc, la Gemara demande Uparich, et la Gemara l'objecte Iachi, si c'est ainsi, Afilu Mishinis Kakletuma Gam Ken Sfekotaro. Et là, celle-ci, c'est comme ça veut dire si tu dis que du fait que la Torah, la preuve, elle est du fait qu'il est marqué pour le purifier ou l'impurifier, ça veut dire qu'on doit toujours avoir l'optique de chercher la purification plutôt que l'impureté. Alors, comment ça se fait que si jamais, une fois que le type il a été décrété impur, si on a un doute, on l'impurifie, on devrait dire que là aussi, puisqu'il y a un doute, il est purifié. Alors, ok, alors, dans ce sens, l'agma dit, et là, kitma aha, ça veut dire, ok, c'est vrai, donc, l'agma dit, ok, donc ce pasouk-là, en fait, ça veut dire, a priori, cette halakha, elle n'a pas été dite sur le cas d'un type qui est soit pur, soit impur, mais sur le cas qu'on est en train de juger, comme je vous ai dit, qui est le cas intermédiaire du type qui est enfermé pendant 1 semaine ou 2 semaines. Kitma be'aha, ça a été dit sur cette halakha. In ba'eret kadma, donc si jamais la plaie, elle était avant le cheveu noir, le cheveu blanc, c'est impur. Si jamais le cheveu blanc, il était avant la plaie, c'est pur. Rabbi Yoshua Kia. Donc là-bas, on a un avis de la Mishnah déjà, avant Rabbah, c'est Rabbi Yoshua qui dit Kiha. Kiha, ça veut dire, traduire, ça veut dire il a pâli, tu vois, tu vois, Kehe, c'est quoi une couleur, elle, je sais pas comment dire, elle est estompée, il a estompé. Ça veut dire, voilà, c'est estompé, c'est ça la traduction du mot. Ça veut dire, Rabbi Yoshua, il a dit, c'est estompé, c'est ce que ça veut dire. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que Rabbi Yoshua il a voulu dire en disant que c'était estompé, tu vois. C'est comme le mec qui ne sait pas, donc il ne peut pas se mouiller, donc il dit un truc, tu vois, au milieu, tu vois. Alors, Rabba, il dit, Kiha Vetaor. Donc, Rabba, il dit, non, quand Rabbi Yoshua, il a dit que c'était estompé, ça veut dire que c'est pur. Alors, l'agma, elle dit, Vedilma Kiha Vetame. Peut-être que quand il dit c'est estompé, mais c'est impur. Amarava, sur ça, Rabba dit, Amakra l'état aro, l'état méo. Ça veut dire pour le purifier ou l'impurifier. Voilà, donc ça veut dire que de là, on apprendrait que même a priori, dans un cas où un type il est dans un doute, ça veut dire qu'il est enfermé, comme dans le cas ici, il est ni pur ni impur, mais dans le doute, on pourrait le purifier. Donc voilà, donc des rabbats piresh kiha, donc des rabbi Yoshua. Donc on voit que Rabba il a expliqué le mot, toute son explication, elle est sur le mot kiha, qui veut dire estompé, on va dire. Peut-être il y a un mot mieux que ça, que estompé, j'en sais rien. Kiha, c'est comme je dis, c'est une couleur qui aurait tu vois, qui aurait fadi, tu vois, qui aurait, tu vois, ce serait affadi, je sais pas. Éclaircir, tout simplement. Peut-être, ok, peut-être, tu vois, peut-être. Parce que tu vois, je sais que, tu vois, c'est vrai qu'en hébreu, moderne, c'est vrai que kia, ça veut dire ça veut dire blue kehe, ça veut dire bleu ciel ou bleu clair. Mais en hébreu ancien, on a plus l'impression que, tu vois, c'est vrai qu'il y a cette tendance. Si c'est devenu comme ça en hébreu moderne, c'est comme ça. C'est ça l'idée, mais en fait, tu le retrouves dans plein de fois dans. Tu vois, parce que si on dit, par exemple, Kiha, ça veut dire éclaircir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est éclairci, mais c'est impur. Tu vois, c'est pas là, tu vois, c'est Kiha, c'est dans le sens d'adoucir. C'est dans le sens d'adoucir. Voilà, c'est affadir. Je sais pas, c'est ça. Tu vois, c'est parce qu'en hébreu, en anglais, il y a un mot faded. Quand on dit sur une couleur qu'elle s'est, tu vois, elle s'est estompée, tu vois, elle a perdu de sa force, tu vois, de sa fraîcheur. Donc, une couleur, c'est ça qu'il y a, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire affaiblir quelque chose, tu vois, affaiblir, estomper. En français, ça fait affadir. Ouais, affadir, voilà. C'est ce que ça, tu vois, c'est tout, tu vois. C'est ça le mot. Couleur est passée. Ouais. Passée, ok. passée, ouais, la couleur, elle est passée. Elle est passée, ok. Alors, c'est ça ce qu'il veut dire, donc passée. Alors. Mais donc, l'histoire, c'est que Rabbah lui vient que expliquer ce langage que Rabbi Yoshua il a utilisé
pourquoi elle a utilisé ce langage, j'en sais rien, tu vois, après, elle ne voulait pas se mouiller ou un truc comme ça, tu vois. Donc, en tout cas, donc lui dit, ça veut dire ça. Donc, donc, le rabbin Pirashkiha d'Amar Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, il avait dit, voilà, que la couleur allait passer, ça voulait dire pur. Kevan Sheno Barou, tu vois, comme c'est plus clair. Tu vois, le mot clair, il n'aurait pas marché, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, donc ça veut dire que c'est plus, voilà, clair. Et c'est plus clair, c'est plus, c'est pas, voilà. Après, pour le mot clair, il traduit mal le mot barou. Et là, ça fait que Bilval, donc c'est simplement un doute, Tahor, donc c'est pur. Au pire, Vedil Maki avait tamé, donc l'agma est l'objet en disant, mais peut-être la couleur elle est affadie ou elle est passée, mais c'est quand même impur. Mais l'autre des Makshi à Rabat, ça veut dire, c'est pas qu'on demande sur Rabat, les pshita chez Rabbi Yoshua, sauver qui est avec Tahor, parce que c'est évident que quand Rabbi Yoshua il a dit la couleur elle est affadie, ça veut dire que c'est pur. Dimlokenma beno leven Tanakama, parce que sinon ça serait comme lui, comme Tanakama. Il semblerait que là-bas, il y aurait un Tanakama qui lui dit que c'est impur. Okay. Et là, c'est-à-dire qu'il y a un auteur de la Mishnah qui est avant, qui dit que clairement que c'est impur. Et que Rabbi Yoshua va s'opposer à lui. Donc, ça veut dire, le Maral, il dit, c'est sûr que, en fait, Rabbi Yoshua, quand il a dit Kia, ça veut dire que la couleur, elle est affadie, ça veut dire que c'est pur. Mais ça veut dire, quand la Gemara demande sur Rabat, peut-être que c'est affadi, mais c'est impur, ça veut dire, d'où est-ce que Rabbi Yoshua, s'il veut dire que c'est pur, d'où est-ce qu'il le saurait lui-même? Quelle serait sa source pour purifier dans le cas de doute? Tu vois, alors que le type, il était déjà enfermé avant. Et là, des pareils, Minal et les Rabbi Yoshua. D'où est-ce que Rabbi Yoshua, il sait que ce type enfermé, dans le doute, on pourrait le purifier? Dilma Aderaba, c'est au contraire, les Khumra, il faudrait être mahmir. Ça veut dire comme on n'a pas de preuve pour le libérer, on le laisse enfermer et on l'impurifie nettement puisqu'on ne peut pas l'enfermer 3 semaines. Elle dit Afalgav chez Nonega Barou ou Tamil Khumra, ça veut dire même si ce n'est pas une plaie, ça veut dire claire, ça veut dire une clé, voilà, une plaie qui est clairement interdite et il devrait être interdit, il devrait être tamé dans le doute, dans la Khumra. Puisque tu vois, on va toujours dans un doute pour la Khumra. Alors, avec Amar, puisque le verset, il a dit dans le verset, pour le purifier et l'impurifier, ça voudrait dire qu'on a une perspective on dit tout, on considère la personne comme pure. Ça veut dire, comme on n'a pas de preuve pour l'impurifier, on le purifie. Ça veut dire, on lui donne un petit peu le bénéfice du doute à chaque fois, quoi. Même s'il a déjà été enfermé pendant 2 semaines et qu'il n'est pas vraiment pur, il est déjà plus pur, mais on le considère quand même, comme maintenant on doit passer à une étape supérieure, soit le purifier, soit l'impurifier. Dans le doute, on va quand même le purifier. Donc ça veut dire on va quand même le purifier. Mais dès que moi c'est pirage, nous c'est comme nous avons expliqué qu'il y a Tara ou Betsem. Ça veut dire encore une fois, donc il veut dire pourquoi? Parce qu'il dit que l'homme en réalité il serait essentiellement pur, tu vois, ça veut dire Nega ou Bemikre, alors que la plaie elle est contingente. Et donc ça voudrait dire en fait voilà que l'impureté elle serait toujours quelque chose de passager. Essentiellement ça veut dire de secondaire ou quelque chose de, tu vois, qui est une maladie de peau, quoi, pas grand-chose, pas quelque chose qui est vraiment, tu vois, de profond. Et donc, comme c'est de toutes les manières quelque chose de superficiel, donc en fait, il y a lieu, tu vois, de le considérer d'une manière comme, tu vois, si on a un doute, il a lieu de le considérer comme quelque chose qui, tu vois, qui n'existe plus, quoi. Tu vas dire, ça veut dire que quelque chose dans son essence, ça veut dire que l'essence d'une personne, elle est pure, on va dire, ça passe avant le fait quelque chose qui serait en fait contingent, tu vois. Tu vois, ça serait intéressant, tu vois, parce que si on reprend l'histoire du suicide, ça marcherait bien aussi. Ça veut dire, un homme, en fait, tu vois, l'idée, c'est qu'il veut vivre et tout ça, etc. Simplement, là, il est en dépression et veut se suicider. Mais au fond, tu vois, il veut vivre. C'est la même chose, quoi. Ça veut dire, ce qui fait que les gens, ils se posent le doute et qu'on ne peut pas les convaincre, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à remettre en perspective, tu vois, l'idée que, tu vois, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est, en fait, peut-être secondaire ou quelque chose qui est simplement, tu vois, de passage, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est ça l'idée. Enfin bref, tu vois, je ferme la parenthèse, tu vois, mais c'est ça ce qu'il veut dire ici. Il veut dire, essentiellement, la personne, elle est pure. De toutes les manières, un jour ou l'autre, qui va être purifiée. La tsarat, ça reste jamais une maladie, on va dire, c'est pas une maladie mortelle ou quoi que ce soit. Donc, un jour ou l'autre, il va faire teshuva, un jour ou l'autre, il va être purifié. Ok, donc maintenant, tu sais pas vraiment s'il est pur ou impur. Donc, dans le doute, tu dis, ok, il est pur. Tu vois, chez Kodam et Touma, chez Bemikre, donc ça veut dire l'essence, elle passe avant l'impureté, qui est quelque chose de passager ou de contingent. Ok, moi chez Zahar, ça fait exé. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'en fait, donc Rabat, justement, quand il est mort, c'était justement sur cette halakha-là qu'en fait, Hachem, il a pris son âme. Alors pourquoi on a mentionné ça fait là, alors qu'a priori, on aurait pu dire que Rabat, a priori,
il a éclairci beaucoup de doutes, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire, c'est-à-dire qu'il était capable de, si tu veux, de rentrer, tu vois, ça veut dire de donner un sens à la loi, de remettre, tu vois, comment dire, l'individu dans la loi, tous ces trucs-là. Donc, en fait, c'est toutes ces lois de rabat qui sont disséminées dans le Talmud. Pourquoi on a choisi celle-là en particulier pour dire, voilà, pour parler de sa mort. Alors, il dit, Peresh Rabbeinu Tam, donc Rabbeinu Tam, il a dit, Zal, Daïre Afilou Imniska Kletuma. Tu vois, ça veut dire que ici, ça parle même si jamais le type, il avait déjà été impurifié. Tu vois, ça veut dire qu'a priori, justement, je ne sais pas est-ce qu'Abou Tam veut dire qu'il était déjà même. Tu vois, ça veut dire qu'il a déjà été impurifié. Ça veut dire, à mon avis, il faut regarder le Tosfot dans les mots, je sais pas, mais j'ai l'impression, à mon avis, ce que Tosfot tu veux dire. J'essaie de regarder dans les notes, tu vois. Vous voulez qu'on fasse le Tosfot? Je ne vais pas vous saouler avec ça, puisque vous avez pas l'air déjà super réceptif, donc je vais pas, la note 424, je vais pas vous la faire, le Tosfot là-bas. Tu vois, je sais pas, c'est comme si vous voulez lire à 2 secondes, vous êtes, ça dépend, c'est vous qui votez, qu'est-ce que vous votez? Votez pour, votez contre? Et tu votes pour, allez, on va se taper la note 424, accrochez-vous ça. Au point où on en est, on continue. Ok, alors on va faire la note 424, donc c'est Tosfot, donc je sais pas, honnêtement, tu vois, comme dit, accrochez vos ceintures, on va voir ce que ça donne, tu vois. Ok, alors Tosfot, il est ok, donc on va faire le Tosfot, c'est pour la beauté, c'est bon. Voilà. Alors Tosfot, il dit ça fait que tamé, donc ok, donc la Gemara là-bas, elle dit que si jamais quelqu'un il a déjà été décrété impur, dans le doute, il est impur. Ok, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Ekshar Rabbeinu Tam, donc Rabbeinu Tam, il a posé la question. Maïtama des Rabbanan d'Amret Tamé, ça veut dire quelle serait la raison des Rabbanan, ça veut dire a priori de Tanakama de Rabbi Yoshua, ou ça veut dire de la Yeshiva d'en haut, qu'ils pensent, pour traduire pour nous, ça veut dire la Yeshiva d'en haut, qui pensaient que dans le doute, il était impur. Amai loazlinan bata chazaka. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas d'après la chazaka? Donc la chazaka, ça veut dire l'état antécédent de la personne. Ok, et comme moi je vous dis, on laisse ça soit ouvert parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que lui il a compris dans la Gemara pour poser sa question, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on va voir ce qu'il veut dire par là. Dans ce cas, on devrait garder l'antécédent de la personne. L'état antécédent de la personne, dans le doute, il garde son statut. Puisqu'on lit dans le premier chapitre de Choulin, Mina Hamilta, d'où est cette chose-là d'amour à banane que les maîtres ont dit, ok, Milta Bata Chazaka. Ça veut dire que dans le doute, on laisse la chose dans son état antécédent, on le considère comme n'ayant pas changé de statut jusqu'à ce qu'on ait une preuve qu'il a changé de statut. On m'a été là, Mikra, et on amène un verset. Donc, la Yeshiva d'en haut, grosso modo, il dit Rabbeinu Tam, elle ne pourrait pas vraiment aller contre cette idée-là que le statut antécédent, il reste. Ok, encore une fois, de quel statut il parle? Enfin, c'est pour ça qu'il faut lire la réponse pour voir qu'est-ce que Tosfot il avait compris dans la Gemara. Moi, donc on va voir, tu vois, Omer, parce que moi j'avais compris que ça parlait, j'avais eu la même question et moi je m'étais dit en fait ça parle du type que le type il a déjà été enfermé une fois et donc à cause de ça, donc son statut antécédent il est douteux et je vous avais dit en fait peut-être tu vois c'est parce que le Kohen qu'il a vu la première fois il a disparu, il est en vacances. Ok, on va voir qu'est-ce que tu as souhaité dire, peut-être qu'il n'a pas la même imagination que moi, chacun, on va voir tout ce qui est bon. Tu vois, alors, Omer Rabbeinu Tam, donc Rabbeinu Tam il dit, Deacha Aire, Maire, que ici on parle, Beshiniska Kletuma. Ça veut dire qu'il a déjà été déclaré impur. On va voir. Shaya Bonega Echad, qu'il avait donc déjà une plaie. Shechin ou Mikva Kodem, donc il avait déjà une plaie. Tu vois, Shechin ou Mikva, ça veut dire c'est des types de plaies quoi, qui le rendent impur. Mais l'idée c'est que voilà, il faut, comme je vous dis, la première semaine, il est simplement, comment dire, et tu vois, ça veut dire la première semaine, il est simplement enfermé. Et moi, je pense que c'est là où le cas il se parle. Il dit non, ça veut dire il a été vraiment déclaré, ça veut dire il avait été déclaré impur. Il avait été déjà déclaré impur, ça veut dire qu'il avait une plaie, que la plaie elle s'était agrandie. Ça veut dire il avait une plaie, semaine 1, il va voir le Kohen il l'enferme. Semaine 2, la plaie agrandie, il est devenu impur. Et donc maintenant il est impur. Le Kodem Shenithar, ça veut dire, de toute façon, c'est vraiment, tu vois, comme il y a des gens qui sont vraiment compliqués, tu vois, dans leur tête. Le Kodem Shenithar, et avant qu'il a été purifié, tu vois, il ne voulait pas voir que le Kohen il est parti en voyage et tout ça au milieu, tu vois, pour lui, il s'est dit, les Kohen, quand même, tu vois, une conscience professionnelle. Donc, tu vois, le Kodem Shenithar, donc, avant qu'il soit impurifié, ça veut dire de l'ancienne plaie, tu vois, ça veut dire de l'autre plaie. Nolad Bosafek.
Tu vois, ça veut dire, il a eu ce doute-là. Ça veut dire, attention, tu vois, c'est vraiment, attention, c'est beau quand même. Tu vois, ça veut dire, tu as compris, ça veut dire comment faire les trucs les plus compliqués possible. Ça veut dire tu vois, ça veut dire que, tu as compris l'histoire, ça veut dire que le type, il était déjà, l'idée de s'asseoir, tu te demandes comme ça, ah voilà, mais comment la yeshiva d'en haut, elle peut dire qu'il est impur? Ah, on doit suivre le statut, c'est la chazaka, c'est-à-dire le statut antécédent. Donc, a priori, donc, moi, je vous avais dit, voilà, peut-être, tu vois, le Cohen, il a déjà été enfermé une fois, on est dans le doute, etc., etc. C'est ma théorie. Je suis sûr que si tu le cherches quelque part, il y a quelqu'un qui explique comme ça, parce que tu vois, mais bref, mais ça se voit, tu vois, ça se voit lui dire autre chose. Il dit, en fait, non, en fait, le type, il était déjà impur. Pourquoi est-ce qu'il était déjà impur? À cause d'une autre histoire. Il avait une autre plaie qui avait grandi, il avait déjà été déclaré impur. Ok, alors tu me dis, ok, maintenant s'il est déjà déclaré impur, qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant de cette nouvelle plaie avec le cheveu, oui, non, dedans? Ah, mais ça veut dire, non, ce doute-là qu'il y a eu sur une autre plaie, est-ce que le cheveu l'était avant ou après? Ça veut dire le Cohen, il a constaté, il a commencé à avoir ce doute quand le type, il était encore impur à cause de l'autre plaie. Mais entre-temps, maintenant, l'autre plaie, elle a guéri. Donc maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que maintenant, on le purifie ou on ne la purifie pas, tu vois, alors qu'il a toujours ce doute sur lui. C'est ça l'idée, quoi. Donc maintenant, là, il a plus, si on devrait se baser sur la chazaka, il aurait une chazaka d'être impur. Tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Et donc, ça expliquerait pourquoi la yeshiva d'en haut, il pense qu'il est impur. Voilà. Donc c'est ce qui traduit. Bon, je ne vais pas refaire ça dans les mots. Bon, voilà. Mais je continue, tu vois, c'est vrai que Vachar Shenitar Minarishon, ça veut dire, je ne sais pas si vous êtes avec moi, je suis dans 3 lignes avant la fin, je ne sais pas si j'ai sauté ou pas, j'espère que non. Il dit Vachar Shenitar Minarishon, et après qu'il a été purifié de la première plaie, l'Onisha et la Safekze, donc maintenant il se retrouve avec ce doute-là sur la deuxième plaie qu'il avait eue, et là, le Kohen, il ne savait pas si jamais le cheveu, il était là avant ou après. Ok, il dit Vchen Mashma Beshilhi Nazir, et ainsi on voit dans la fin du traité de Nazir, Beniska Kletum Aire, que ça parle que le type il avait déjà été déclaré impur. Vashtam a été Shapir, et ça veut dire maintenant ça va bien de ce qu'on amène ce passage de la Gemara dans Choulin, je ne sais pas exactement pourquoi. D'Azil Rabbi Yoshua Bata Chazaka de Goufa, ça veut dire que Rabbi Yoshua lui suit la Chazaka du corps. Ça voudrait dire grosso modo que l'idée ce serait comme ça, c'est que Rabbi Yoshua lui, ça veut dire, l'idée c'est comme ça, c'est que la chazaka, tu peux dire, voilà, le type il est impur, ok, il a été, selon ta spot, il a déjà été déclaré impur. Mais l'histoire, elle est de dire, ah, voilà, maintenant, Rabbi Yoshua, pourquoi, ça veut dire, pourquoi Rabba, lui, le purifie maintenant? Alors, il dit, non, c'est parce que, et ça marche bien avec, c'est vraiment comme le Maharali veut dire, il veut dire, oui, c'est vrai, mais toi, tu regardes l'antécédent parce qu'il a été déclaré impur à un moment. Mais avant d'être impur, tu vois, il était pur. Tu vois, c'est avant d'avoir eu la première. Il n'est pas né avec une plaie, quoi. Ça veut dire, il a eu des années où il était pur. Donc, cette chazaka là, elle était. Donc, si tu repars encore un temps en avant, donc tu vas dire que dans son corps, il y a une chazaka un peu comme il veut dire le Maharal, quoi, que la tzara, c'est une contingence. Il n'est pas né avec ça, quoi. Donc, en fait, sa vraie chazaka, ça serait de dire qu'il est pur. Tu vois, c'est ce que ça l'idée. Ouais. Tu vois, tu vois comment, à mon avis, bon, je ne sais pas. Il faut regarder la Gemara. Je ne sais pas, je traduis ta spot, c'est déjà pas mal. Vashtam a été Shapir, Dadil Rabbi Yoshua Bata Chazaka de Goufa. Donc, Vashta, ça veut dire maintenant, Maïté Shapir, ça veut dire on apporte bien une preuve. Donc, dans Choulin, parce qu'a priori, la Gemara, tout ça, c'est le Tasfot et dans Choulin. Donc, dans Choulin, on ramène cette histoire-là pour nous dire que Rabbi Yoshua, il suit la Chazaka du corps. J'imagine que là-bas, c'est pour le truc de cache-croûte pour dire que si on a un doute si l'animal il était malade ou pas, on va considérer qu'il était en bonne santé avant et donc que l'animal il est caché, un truc comme ça. Des mido behazaka shiloya bonega, ça veut dire il suit la hazaka, ça veut dire il suit la sanction que quand l'enfant il est né, on sait qu'il n'avait pas de plaie. Afargav deika hazaka des mido behazaka tum'a kenegda. Bien qu'a priori, on pourrait dire qu'on lui donne la chazaka, la chazaka, je ne sais pas comment on peut dire chazaka, le statut, quoi, qu'il était impur en face devant nous. Ok. Pas la peine de faire le Vim Thomas et faire tout ça soit. On s'en fiche, à la fin du temps soit, pas grave. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, vous pouvez faire, vous voulez, on finit en toi, ça va, c'est pas de cas. Moi, peu importe, tu vois, ça veut dire, Rabbeinu Tam, il explique la Gemara différemment de ce que moi j'ai expliqué, tu vois, ok, tu vois. Et c'est a priori, tu vois, c'est parce que comme ça, Rabbeinu Tam, lui,
peu importe, tu vois, pour moi, je ne vais pas commencer à discuter. Hein. Tu vois, avec la yeshiva d'en haut, j'ai envie de rester ici, donc je vais pas trop m'appliquer. Hein. Tu vois, donc, et ça veut dire, on pourrait répondre à tout ce qu'il dit Tosfot. Ça veut dire, moi, à mon avis, tu vois, ça veut dire, moi, je dis quand même parce que je ne vais pas fermer ma gueule, mais ça veut dire que moi, j'ai l'impression plus, tu vois, que Rabat, c'est pas du tout clair ce qu'ils disent le Maral et ce qu'ils disent Tosfot, que tu vois que Rabbi Yoshua, Rabat et Rabbi Yoshua, c'est la même chose, et que tu vois, c'est-à-dire que Rabbi Yoshua, quand il dit Kia, ça voulait dire pur, et que ça, c'est évident. Et donc, à mon avis, tu vois, c'est pas évident qu'il faut lier les deux histoires, tu vois, grosso modo. Et que ça soit ce qu'il veut dire, c'est parce que lui, a priori, il est bloqué, il est obligé d'expliquer cette histoire de Rabat et de Rabbi Yoshua à cause, sûrement, parce que la Gemara dans Choulin, comme je vous dis, elle fait ressembler ce cas-là à un animal, sûrement, qui était malade. Quand on a fait la shrita, on a dû trouver des problèmes dans les poumons ou quelque chose, et que la Gemara là-bas dit, ah voilà, selon Rabbi Yoshua, on considère que l'animal, il était pur avant et tout ça. Bref, donc, à cause de ces calculs-là, il est obligé de rentrer dans un calcul super compliqué, de faire comme ça, mais peu importe, tu vois, ça veut dire, je ferme la parenthèse ici. En tous les cas, voilà, Tosfot, il expliquait en tous les cas cette marloquette dans ce cas-là, quoi. Grosso modo, ça veut dire que le type, selon Tosfot, il va beaucoup plus loin que moi. Ça veut dire que Rabat, il a carrément purifié, même si le type, il avait déjà été déclaré impur. Mais il avait été déclaré impur à cause d'une autre tâche. Donc, et que cette tâche a disparu, donc c'est pour ça que le doute, il se pose. Bref, tu vois. Ok, moi j'avance. En tout cas, toutes ces technicalités. Non, mais l'idée de tout ce qu'il veut dire, tu vois, donc, en tout cas, donc, je reprends le Maral. Je dis, Omash et Zachar, ça fait que j'avance jusqu'à la fin, je vais tranquille, et voilà. Moi, chez Zahra, je peux reprendre la sieste moi, chez Zahra, je ne sais pas si vous avez dit qu'il y a un Rabbi Chassidish qui disait que c'est tellement important de faire la sieste vendredi après-midi qu'il ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas dans les 10 commandements. Tu vois, c'est vrai, c'est lui qui t'a dit. J'ai pas compris, comment donc? Chassidish, chez le Chassidim, ils ont ce truc-là, qu'ils disent, un des trucs qu'ils ont le Chassidim, ils disent que lui pense que c'est tellement important de faire la sieste vendredi après-midi qu'il ne comprenait pas pourquoi c'est pas marqué dans les 10 commandements. Même pas drôle. Ok, ça fait que ce qui veut dire, il a raison, ça veut dire, si quelqu'un il veut vraiment il veut avoir la Gdusha du Shabbat du vendredi soir, et vraiment tu vas avoir une vraie table de Shabbat et parler des paroles de Torah et tout ça, etc., dans une bonne mood, tu ne vas pas qu'il s'endort à table, la seule manière, en fait, c'est de faire la session vendredi après-midi, ça veut dire, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Ok. On va chez Zachar, ça fait que donc et ça veut dire, ce qu'il a mentionné, donc ce doute-là, il a dit Kimbaïret Kodem, les Star Lavan Kodem, donc ça veut dire est-ce que le poil blanc était avant ou bien est-ce que la pluie était avant? Donc Rabbenoutam m'a expliqué d'aller à Filou Umniska Ketuma, donc ça part même dans un cas où le type il avait été déclaré impur à cause d'une autre plaie. Le cas Saïcha des Kouar des Tahara Adif. Et c'est pour ça qu'on a besoin du verset pour nous dire que même dans un cas comme ça, on le purifie. Ok, il dit Venkan Makomze, mais il n'y a pas lieu de s'appesantir là-dessus. Donc, ok, il aurait pu le dire avant qu'on regarde la note, tu vois. Kiod PH Nusham Hashmoa, parce que nous avons là-bas expliqué, tu vois, cet enseignement Azot, cette Sugia là-bas. Ok, on va voir ce qu'il dit là-bas. Je ne regarde pas la note et je ne me fais pas voir deux fois. Ça veut dire pour le purifier, Kodem. Donc, ça veut dire quoi là que le verset dit pour le purifier et ensuite le purifier. Tu pourras comprendre par rapport à les choses sur lesquelles on a fait allusion en ce qui concerne les plaies. Donc, qui sont encore une fois des choses extérieures, superficielles. Le cas Hachem Idbarach Hachahu Achad Legamre, donc Hachem qui lui est un dans son unité, ou Meter Safekazé, il purifie ce doute. Et donc Rabba Bar Nachmani qui lui était un spécialiste dans les lois de Negaïm, de la Tzarat et des tentes, des lois de l'impureté des morts. Ayam Maskim el Tahara, donc lui il allait vers la pureté, puisqu'a priori ça veut dire toute impureté elle est contingente, elle est liée simplement au réceptacle et pas en fait à l'unité de la Neshama, c'est ce que ça veut dire. Parce que puisqu'il était spécialiste dans la lèpre, Aya Omed à la mitat et Tsem Anegaim, ça veut dire qu'il pouvait comprendre l'essence même de la tzarat, je ne vais pas redire lèpre pour renverser personne, mitat et Tsem Amitat en la Emetziut, et dans le sens de leur véracité, il y a pas, ils n'existent pas vraiment, ça veut dire ils sont contingents, ils sont quelque chose, tu vois, qui est passager, secondaire, etc.
C'est pour ça qu'ils ont dit qui peut prouver, qui est celui qui va faire le lien entre la yeshiva d'en haut et Hachem, pour expliquer en fait à la yeshiva d'en haut que finalement il faut suivre l'essence de la chose et pas simplement, on va dire, la loi ou l'application de comment elle se répercute sur l'ustensile, qui serait le corps ou le monde matériel. Alors, Man Lochar, qui est celui qui va prouver ça, Rabba Bar Nachmani, Rabba Bar Nachmani, Vadvarim Aelu Amukim Meod, et ces choses-là, elles sont très profondes. Au visualisé, il y a le Rabba Bar Nachmani de l'écoute à Hachem, et c'est pour ça que donc, Rabba Bar Nachmani, il était collé à Dieu Yitbarach, Mitzad Tara Azot, à cause de cette pureté-là, c'est-à-dire cette volonté de rechercher, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'il avait une connexion avec l'essence des choses, c'est ce que ça veut dire. Il avait une connexion avec l'essence des choses plus qu'avec le réceptacle. Moshe Abarnou, comme nous l'avons dit, ou Mitzadazé ou Imachem Idbarach, et c'est à cause de ça qu'il est avec Hachem. Car Kacha Yatsa Anishmato Amarta Ortaor, c'est pour ça que quand son âme est sortie, il a dit pur, le Kolzek Moshe Abarnou, et tout ça c'est comme nous avons dit, qui Mitzada Saga Azot, Aya les Rabak, au niveau de cette perception, il y a cette connexion qu'il avait avec l'essence des choses, on va dire, plus que la manière dont ils étaient reçus dans le réceptacle. Aya les Rabba Bar Nachmani Dvekut al Hachem Idbarach, il y avait une manière pour lui de se coller à Hachem à travers la recherche de l'essence, on va dire. Et Gamre Ben, ça fait que la méthode Eloi Dvarim, mais il n'y a aucun doute dans la véracité de ces choses-là. Ok, et donc, nous devons expliquer plus qu'on aurait dû pour montrer les Chol Ha'amim, pour montrer à toutes les nations, Kamak Dolim Divrei Chachamim, comment elles sont grandes les paroles des sages. Donc, c'est pour ça que nous avons expliqué ce que nous avons trouvé parmi les paroles des sages, Genuzim ou Kmusim, des choses qui étaient cachées et voilà, et enterrées, ensevelies, Vakol ou Signon Echad, et tout dans la même direction. Veim Shiu Nire Meat Shinui. Et même si on trouve des différences, ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, et non, ça veut dire des différences entre les avis, je sais pas, un truc comme ça. Eno et la Echad, et ça veut bien, même si on trouverait des divergences d'avis, grosso modo, dans le Talmud, a priori, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule unité, l'unité d'Hachem. Tu vois, quelque chose comme ça, tu vois encore toute cette histoire-là, de dire que, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas ce que veut dire par cette histoire-là, que Hachem, il est unique dans son essence. Et que Hachem il pardonne sur nous d'avoir dévoilé ses secrets, etc. Voilà. Si vous voulez, on peut commencer comme il aime bien Thierry a commencé le début. Voilà. Alors, donc là, on va parler de Akadosh Baruch Hu qui met les téphilines. Alors, on va simplement lire, tu vois. Vous avez déjà vu ça? Non, ça c'est quand tu faisais la prière, on n'a pas vu les téphilines. Ah oui, pardon. Parce que dans les téphilines, tu vois, c'est Hachem, dans ces téphilines, Hachem, il déclame l'unité du peuple d'Israël. Et ça a toute puissance. Donc ça, c'est encore plus énervant pour les goïms. Alors tu vois, là, ça veut dire que c'est Israël qui domine le monde. Alors, tu vois, ça c'est clair. Tu vois, alors voilà, le fait, Kama de Brachot, dans le premier chapitre de Brachot, Amar Rabbi Avin, donc Rabbi Avin, il a dit, Amar Rabbi Yitzhak, il a dit à Yitzhak, Minayin Shakadosh Baruch Hu manière tefilin. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il met des tefilin? Chez Neymar, Nishba Hashem Bimino, ou Bizroa Uzo. Dieu a juré par sa main droite et la puissance de sa main gauche. On va dire le 0A, c'est la main gauche. Alors, Enemino est la Torah, donc il dit la main droite c'est la Torah. Chez Neymar Mimino Ejdat Lamo. Dans sa main droite, donc il y a un feu, ça veut dire une loi de feu pour eux. Ben 0A est la Tfilin, et le bras gauche c'est les Tefilin. Chez Neymar, Hachem Oz la Moïten, Hachem donnera la puissance à son peuple. Et donc a priori c'est les Tefilin. Veka Marsham, et la Gemara a dit là-bas, les tefilin des Marie Alma, dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui a marqué? Alors, on va te citer les 4 parachiotes qui parlent de la gloire d'Israël, de sa toute puissance. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Mikamecha Israël Goyachad Baaretz, qui est comme le peuple d'Israël unique dans la terre. Alors, ouais, il y a d'autres, ici encore, tu vois, d'autres versets encore, et la Gemara dit, Umi Mishtabeach Akadosh Baruch Hu B'Shvachayu d'Israël. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il peut se glorifier de la gloire d'Israël en mettant des tefilines, comme nous on dit, Hachem il est unique, il met des tefilines sur lesquelles il dit le peuple d'Israël il est tout puissant. La Gemara dit oui. Tu vois, ouais, bon, mais alors, il a pas cité la suite de la Gemara, ok. Ok, donc, mais parce que là, ils allaient attraper une syncope, tu vois. Donc, Tema la Hemzé, donc ça, c'était très étonnant pour eux. Comment est-ce que Hachem peut dire que c'est le peuple d'Israël qui est tout puissant et que lui, il est obligé de. Tu vois, c'est comme Nitzkun Ibana et tout ça, c'est la même histoire. De dire que finalement, tu vois, Hachem, il est obligé de s'adapter à son réceptacle, tu vois.
Grosso modo, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, Hachem, il a des problèmes avec ce qui est, avec ce qui est corporel. Et en fait, à la fin, il est obligé d'accepter le corps. C'est ça ce que l'idée générale de cette histoire de Netzach, c'est de dire, en fait, Hachem, l'idée, c'est comme ça, c'est que dans la Torah, et c'est un truc kabbalistique, c'est que si tu veux, chaque chose, en fait, elle tient que grâce à son réceptacle, que grâce à son, tu vois, à son ustensile. Ça veut dire, par exemple, tu vois, on te dit la Torah, elle a été donnée dans le Shalom. Chaque chose, quand tu vas regarder dans les Chazal, on te dira que chaque chose, elle tient elle a besoin d'un réceptacle pour le recevoir. Comme la Neshama qui a besoin du corps pour être, tu vois, pour être accepté, si tu veux. Mais pour subsister, s'il n'y a plus de corps, il n'y a pas de Neshama. La Neshama, elle a besoin toute chose, elle a besoin en fait d'une base, d'un réceptacle, d'un truc qui est plus, on va dire, plus matériel qu'elle. Et c'est comme des poupées russes. Mais elle se fait bouffer par le corps, là, justement. Ouais, mais n'empêche que, ouais, mais c'est ça, mais d'une certaine manière, au fond, ce qui se passe, l'histoire, c'est que l'ustensile, tu vois, ça veut dire que l'idée d'ustensile, de réceptacle, tu vois, c'est tout ce qui veut dire, c'est cette histoire-là, ça veut dire, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est limitant, tu vois, mais en même temps, ça veut dire, c'est le réceptacle qui permet à la chose qui est à l'intérieur d'elle d'exister. Et donc, il y a, si tu veux, tu vois, c'est comme tu dis, c'est vrai qu'on va dire la neshama, elle peut se faire bouffer par le corps. C'est pas vraiment vrai, mais ce qui est sûr, c'est ce qui va faire, ce qui fait que la neshama, elle existe ou elle existe plus ou moins, c'est ce que le corps y fait. Tu vois, ça veut dire, c'est l'idée, c'est tu fais des mitzvot, tu vois, en fait, voilà, donc ta neshama, elle va se développer, etc. Tu fais d'averot, ta neshama, elle va pas complètement partir, mais en tous les cas, elle va s'amoindrir, tu vois. Mais ce qui est, en fait, tu vois, le régulateur, tu vois, le bouton du gaz, tu vois, c'est le corps, tu vois, c'est l'enveloppe qui régule, tu vois, et c'est la même chose entre Israël, enfin, Hachem et le monde. Si tu veux, Israël, ça serait l'enveloppe corporelle d'Hachem, si tu veux, c'est le bouton du gaz comme le corps avec la neshama. Puisque tu vois, tout ça, c'est des trucs, tu vois, avec des intermédiaires. Et donc, en fait, finalement, Israël, c'est Nitzchoni Banaï, ça veut dire mes enfants, ils m'ont battu. Ça veut dire, c'est Israël, tu vois, ça veut dire, voilà, et Hachem, il peut se révéler dans le monde. Et les nations, c'est quoi, alors, les nations? Les nations, c'est encore une autre étape. Tu vois, plus, quoi, les déchets, c'est quoi? C'est pas des déchets, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça. Ça veut dire, c'est comme le corps, c'est comme si tu disais la neshama, comment elle regarde le corps, tu vois, c'est pour ça que les nations sont très importantes, c'est comme si tu disais, voilà, tu vois, c'est comme, si tu veux, les nations, c'est comme le réceptacle d'Israël, tu vois, c'est-à-dire, c'est comme encore, c'est des poupées russes, tu vois, ça veut dire. D'accord, des poupées russes, d'accord, très bien, très bien. Les poupées russes, c'est une bonne image. Voilà, c'est tout, et ça veut dire, tu vois, de la même manière que tu comprends bien que le corps, c'est pas, tu vois, c'est pas, tu vois, il y a des choses, voilà, c'est. Même le monde, tu vois, ça veut dire, le monde matériel, en réalité, c'est quelque chose aussi, tu vois, ça veut dire, voilà, mais c'est compliqué à expliquer. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est des poupées, dans le sens où, tu vois, si Hachem, il est un, grosso modo, donc Hachem, il est partout, et grosso modo, tu vois, donc, tout ce qui fait, en réalité, que, si tu veux, on voit pas que du 1, tu vois, on voit pas que un gros truc, un gros bloc monolithique, c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est qu'il y a des ustensiles, si tu veux. Ces ustensiles, tu vois, qui reçoivent, en fait, le 1, chacun à leur manière. Et ces ustensiles, en réalité, ils permettent, voilà, ils sont pas opposés au 1, ils permettent au 1 d'exister. Tu vois, c'est un peu compliqué, comme je le dis avec le corps, que la neshama, si tu veux, le corps, c'est une réceptacle de la neshama. Sans corps, il n'y a pas de neshama. Donc, le corps, il n'est pas, si tu veux, comme en opposition avec la neshama, il est un support. Tu vois, il est un support qui est limitatif et qui est en même temps, tu vois, comme on dit, ça veut dire qu'il permet aussi, tu vois, comment dire, aussi d'augmenter le niveau ou baisser le niveau, ça veut dire qu'il a un impact sur la neshama. Il a un impact, en tous les cas, sur la révélation de la neshama dans ce monde, etc. Tu vois, etc. Donc, c'est un ustensile, tu vois, il faut comprendre, parce que nous, on a l'impression toujours, tu vois, l'erreur, tu vois, ça veut dire que les gens, quand on parle, tu vois, dans la Kabbale ou dans la Torah, tu vois, d'un kili, d'un ustensile, on a l'impression, ah voilà, l'ustensile, c'est simplement comme une sorte de verre, et tu mets le café dans le verre, et puis voilà, l'ustensile, c'est ce qui tient le café. En fait, non, tu vois, c'est dans la Kabbale, l'ustensile, c'est ce qui permet, tu vois, au café d'exister, tu vois. Ça veut dire, l'ustensile, ça veut dire, il contient le café, mais en fait, c'est lui qui permet au café d'exister. Si jamais il n'y a pas d'ustensile, il n'y a pas de café. Si jamais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de. Donc, l'ustensile est très important. Et au fond, l'ustensile, ça veut dire la chose la plus extérieure, c'est celle qui a le plus d'impact. C'est ce qu'on explique dans la Midah de Netzach. Ça veut dire des Skonibana, ça veut dire, grosso modo, Hachem, il peut se révéler qu'en fonction
tu vois, qu'en fonction du peuple d'Israël, quoi. Il est limité par ça. De la même manière que la Neshama, elle peut se révéler dans le corps qu'en fonction des actions qu'on fait, si tu veux, elle est limitée par, tu vois, par ça, tu vois. C'est un peu comme disait Donald Trump, il disait, tu vois, tu peux être aussi bien que ton niveau supérieur, tu peux pas être mieux, ton niveau supérieur, je sais pas, en anglais, ça sort bien, mais en anglais, en français, je sais pas comment ça donnerait, mais ça veut dire, tu peux pas être mieux que, tu peux pas être mieux que ce que ton avocat, il est, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, même dans les équipes de foot, il dit, tu vois, tu peux pas être mieux que ton entraîneur, quoi. Ça veut dire que l'entraîneur, tu vois, c'est le degré maximal, tu vois, de comment tu peux, tu vois, tu peux te dévoiler, quoi. Bref. Mais voilà. Mais donc, c'est ça toute l'histoire de Netzach. Ça veut dire ce qu'il veut expliquer ici, c'est toute l'histoire de ce qu'il explique dans le BR4, ici avec Hachem, il est, si tu veux, comme s'il est lui-même asservi à Israël. C'est dans le sens où, tu vois, il peut pas se dévoiler plus que les Juifs, il lui permet de se dévoiler, quoi. Et donc, pour lui, c'est comme s'il avait des tefilines sur lesquels il est marqué le peuple qui est comme ton peuple d'Israël unique, etc. Où ça veut dire son dévoilement dans le monde, il est limité au niveau spirituel des Juifs. Comme tu vois, le dévoilement de la Neshama d'un homme, elle est limitée par le niveau des actions des mitzvot qu'il fait, tu vois, par son corps, etc. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. C'est ça l'idée de Netzach. Voilà. Je sais pas si c'est clair ou c'est pas très clair, mais tu vois, c'est ça ce qu'il veut expliquer dans tout ce BR, quoi. C'est ça le point. Si, c'est clair. Voilà, et les goïms, c'est facile de faire le lien avec les différentes Mishnayot, mais c'est clair. Voilà, mais après ça, l'histoire, c'est qu'est-ce que c'est les goïms dans l'histoire? C'est comme le monde et tout ça. Alors, parce que tu comprends, il y a des choses, tu vois, après ça, c'est parce que c'est la question qu'il m'a demandé, tu vois, parce que la question, c'est que l'homme, a priori, lui, il va sentir que, tu vois, moi, j'ai rien à voir, on va dire, avec un stylo, avec une table, tu vois. Ou même comme nous, on sentirait qu'on n'a pas de rapport avec les goïms, tu vois, de dire que pour nous, c'est quelque chose de décor, c'est quelque chose d'extérieur. Et comme si tu vois là, c'est parce que tu vois, c'est comme si les mitzvot, elles ont un impact par rapport à nous, par rapport à la relation de la Neshama avec le corps, mais elles ont aussi une relation de comment est-ce que la Shekhina, si tu veux, elle se dévoile dans le monde. Et on a l'impression, tu vois, on pourrait dire, ah voilà, il y a nous, ça veut dire, c'est deux choses différentes, tu vois, ça voudrait dire, il y a l'impact des mitzvot par rapport à nous-mêmes et il y a l'impact des mitzvot par rapport au monde extérieur. Et tu vois, comme si les goïms, c'était le monde extérieur. Alors qu'en réalité, c'est ça ce que je voulais commencer à expliquer, ça c'est une idée un peu plus compliquée, mais ça voudrait dire que en réalité, tu vois, comme Hachem il est Echad, en réalité, nous, on a l'impression qu'en fait, on est séparés essentiellement de notre café, tu vois, ou de notre verre de café ou de notre stylo, mais en réalité, ça veut dire, dans la réalité, ça veut dire comme notre corps, c'est qu'une enveloppe, en réalité, la Neshama, elle est reliée avec l'unité, tu vois, que toutes les Neshamot du peuple d'Israël, ils font un, que toutes les Neshamot font un, mais dans le fond, au fond, même, on fait un, même avec notre stylo, même avec le minéral, tu comprends. Et donc, c'est pour ça, l'histoire de l'enveloppe, elle est compliquée, parce que c'est une séparation, mais c'est pas mais en réalité, c'est un double sens, c'est pas une contradiction avec l'unité d'Hachem dans le monde, et c'est en même temps, voilà, bon, j'arrête là, tout le monde s'endort, hein, tout le monde est parti, tu vois, c'est comme ça, qu'il n'y a plus aucun cas de sketch. Il a dit qu'il était obligé à cause de Shabbat de partir, parce que je pense ok, d'accord, tu vois, mais bon. Excusez d'être parti avant. Ok, d'accord, ouais, ça, j'arrête de toutes les manières, et puis voilà, mais voilà. En tout cas, merci. Merci à toi, et voilà, et voilà. À bientôt. En espérant que l'actualité, j'aurai des nouveaux clients. Maintenant que Sylvain il dort, je me dis, moi, je cherche des clients. C'est pas la peine de faire des groupes plus grands, je vais faire des autres groupes, c'est ça l'idée. Oui, on va créer des groupes. Ok, bon, allez. Non, mais si tu veux un autre groupe, moi, je peux. C'est ça, mais oui, bien sûr. Ok, je vais en parler. Ok, d'accord. Allez. Ouais, c'est tout. Ça va. Je me dis, non, mais c'est sûr que moi, ça me fait flipper. Non, mais c'est sûr que l'idée, c'est que ça fait peur sur le long terme, quoi, parce que tu comprends que c'est un phénomène super persistant et tout ça, et que c'est. Et tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que tu dis, tu vois, tout le monde savait que c'était, en fait, c'était que quand tu étais en France, c'était